Bonjour à tous. Je suis Maëva Gégour, rédactrice en chef de Filière Avicole, et je suis ravie de pouvoir animer ce premier webinaire éco de l'année, où Simon Fourdin, directeur du pôle économie de l'Italie, va vous présenter le marché de la volaille de chair en France et dans le monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Il y aura des sessions de questions à l'issue de chaque partie. Et en plus, on a la chance d'avoir Mohamed Bouzidi qui vient en appui, en réponse aux questions, apporter également des compléments. Donc, n'hésitez pas, c'est ce qui rend aussi le webinaire vivant. Et nous remercions bien entendu les deux sponsors, CCPA et Tecna. Simon, je te laisse débuter la présentation. Merci Maëva et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de volailles de chair en France et dans le monde. Et dans le monde, c'est plutôt sur l'Europe que ça va se focaliser. Et donc demain, il y a le deuxième web éco, donc sur les parties œufs et lapins. Alors, au sommaire de ce web éco, 4 points un peu traditionnels. Le premier point sur les matières premières, sur les indices, sur les prix, qu'est-ce qu'il en est actuellement sur ces matières premières. Un deuxième point sur la consommation en France, sur la volaille de chair en général, et puis le focus sur les différentes espèces. Le marché français de la volaille de chair, donc en termes de production, abattage, où on en est aujourd'hui. Et puis donc marché européen de la volaille de chair, nos échanges avec nos partenaires à l'intérieur de l'Union européenne ou les partenaires pays tiers, pour voir un petit peu comment on se situe. Donc pour démarrer, un petit résumé des épisodes précédents sur 4 grands points qui, depuis 2 ans, conditionnent beaucoup le marché et tout le contexte de la volaille de chair. Donc le premier point, c'est quand même sur le contexte économique. Vous savez tous qu'on est en période d'inflation. Il y a une flambée record. On sait qu'on est passé après cette flambée, mais où on en est aujourd'hui. Donc ça sera un des points qui sera abordé. Il y a bien sûr toutes les questions autour de l'IAHP, donc sachant qu'il y a eu un gros changement depuis le dernier Webeco, c'est le lancement de la vaccination qui a eu lieu le 1er octobre, qui concerne les canards, mais qui impacte du coup toutes les filières avicoles. Bien sûr, toujours la question de l'Ukraine, avec déjà maintenant plus de 2 années de conflit entre Russie et Ukraine, et des impacts sur différents segments, que ce soit les matières premières ou directement les filières avicoles, avec de la production importante depuis ce pays. Et puis des questions un peu autour des réglementations européennes qui sont multiples et qui s'enchaînent un peu. Donc la fois dernière, il y avait la publication des rapports de l'EFSA sur les questions de bien-être. On est plutôt un peu en suspens en attendant les prochaines élections européennes, sauf des préconisations qui ont été faites sur le transport. Mais il y a eu aussi quand même du nouveau du côté des élevages IED, donc on reviendra aussi sur ce point. Donc pour démarrer sur les matières premières, où on en est actuellement. Donc là, vous voyez sur le graphe de gauche, alors on n'a pas repris toutes les matières premières, on vous a illustré les plus utilisées. Donc le blé, là, qui est sur le graphique, par exemple. Et donc vous avez en noir, en noir avec les points jaunes, c'était 2023. Je vais peut-être utiliser mon pointeur. Hop. Donc en noir et jaune, donc c'était l'année 2023, donc qui était en forte baisse, on va dire, après une année 2022 un peu historique à la hausse. Mais quand on regarde sur la moyenne des années précédentes, 2016-2020, 2023 était quand même, même si c'était des cotations en baisse, on était quand même bien au-delà de ce qu'il y avait eu par le passé. Donc on se situait un peu entre les deux, entre la hausse historique de 2022 et la moyenne plus basse des années précédentes. Et 2024, on a continué sur plutôt une détente sur les céréales, mais il y a un petit soubresaut sur lequel on va revenir tout de suite, qui est en train de se passer. Donc il y a quand même une certaine attention sur les marchés par rapport à ce qui est en train de se produire. Alors les choses assez positives sur le marché des matières premières, c'est que malgré la guerre en Ukraine, et vous savez que l'Ukraine et la Russie d'ailleurs sont des gros pays exportateurs, et il y avait toute la question de pouvoir exporter les céréales d'Ukraine via la mer Noire. Finalement, il y avait eu un accord, ceux qui avaient suivi les précédents Webeco, on avait parlé des différents accords qui avaient eu lieu sous l'égide de la Turquie entre Russie et Ukraine pour que l'Ukraine puisse exporter ses céréales. Finalement, cet accord n'a pas été reconduit du fait de la volonté de la Russie, mais l'Ukraine a malgré tout réussi à pouvoir continuer à exporter
ces céréales. Et finalement, aujourd'hui, elle est revenue quasiment au niveau d'avant-guerre. Donc, malgré l'absence d'accord avec la Russie, l'Ukraine continue à réussir à extraire les céréales du pays. Mais néanmoins, il y a des incertitudes. Donc, pas mal au niveau climatique, hein. Il y a un manque de précipitations en Russie en ce moment, donc ça a des impacts sur le blé, sachant que la Russie, comme je l'avais dit juste avant, est un grand exportateur de blé. Il y a une baisse aussi de la sole en Ukraine, donc ça aussi, ça va avoir des conséquences sur sa capacité à pouvoir exporter. Sur l'Europe de l'Ouest, et je vous apprends rien, il suffit de regarder par nos fenêtres respectives, temps très pluvieux qui fait que en France, mais pas que en France, hein, dans tout un ensemble de pays d'Europe de l'Ouest, il y a la pluviométrie importante qui fait qu'il va y avoir une baisse au moins de la qualité, mais aussi sûrement de la quantité sur les céréales, surtout par rapport à la qualité qu'il y avait pu y avoir l'année précédente. Et puis sur les semis de maïs, il y a aussi des semis qui ont tardé, voire qui ne sont pas encore faits à endroit à cause de ce climat de pluie. Et puis côté Amérique du Sud, notamment au Brésil, hein, dans le sud du Brésil, il y a des difficultés parce que là, pareil, il y a alors là, c'est même plus des intempéries, c'est complètement des inondations, hein, qui ont eu lieu et qui posent des problèmes sur la récolte du maïs safrina, c'est-à-dire le maïs qui est fait juste derrière soja. Et donc, ça va poser des questions sur la capacité du Brésil à avoir ce qu'il était prévu de pouvoir exporter. Sur les tourteaux, c'est un peu la même chose. La détente était déjà un peu plus faible, hein, quand on regarde 2023 par rapport à 2022. On voit qu'on n'était pas si éloigné par rapport à ce qui s'est passé sur les céréales, sur le tour de soja. Et puis là, sur 2024, alors que normalement, c'est une période où on est plutôt en détente dans ces mois de l'année, on voit déjà qu'il y a un petit frémissement qui pose aussi des questions un peu sur la suite. Donc, un peu les mêmes choses, hein, qui se sont passées pour les céréales, c'est-à-dire les inondations au Brésil, avec le Rio Grande do Sul, désolé pour la prononciation, qui est le deuxième État producteur de soja du Brésil et qui est l'État qui est touché par les fortes inondations. Donc ça, c'est une conséquence sur les céréales, enfin le maïs, mais aussi du coup sur le soja. Sur le colza européen, bah, c'est un peu la même chose aussi avec les conditions météo. Et puis en Argentine, en plus, c'est ajouté une grève suite, avec le nouveau président Milei, là où il y a pas mal de tensions sociales. Et il y a eu un impact sur les usines de trituration. Donc si des grèves massives se produisent dans ce pays, ça pourra aussi avoir des conséquences, sachant que l'Argentine est aussi un gros pays exportateur. Donc il y a eu une certaine détente, mais là, il y a quand même un peu un frémissement qui va demander un peu de regarder ce qui se passe sur les mois à venir. Et puis sur l'Ukraine, il y a quand même toujours cette question pour l'instant, l'Ukraine s'en est plutôt très bien sortie, même mieux que ce que pas mal de prévisionnistes annonçaient sur sa capacité à exporter. On verra si c'est toujours le cas, avec quand même toujours le contexte de conflit qui perdure. Alors tout ça, bien sûr, ça a des conséquences sur les indices matières premières Itavi. On avait connu un pic historique, pour rappel, en mai 2022, donc il y a maintenant 2 ans, où on avait atteint vraiment un niveau record à 170. On est bien redescendu, on était monté très très vite, on est descendu quasiment à la même vitesse. Et donc là, on est à un peu moins de 106 sur le poulet standard, hein, puis c'est à peu près les mêmes courbes pour toutes les espèces. Et donc, on est en dessous de la valeur qu'on avait atteinte en janvier 2021. Donc, on est vraiment revenu avant les années de crise. Et donc, à 106 points, on est quasiment plus très loin de la référence 100 en janvier 2014. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas en fait dans pas mal dans tous les pays d'Europe, hein, parce qu'on est confronté au prix des mêmes matières premières. Donc vous avez là sur le graphe la France qui est en noir et puis tous les autres pays principaux européens qui sont sur les autres lignes. Et donc on retrouve bien cette même tendance de pic qu'il y avait pu y avoir en 2022, et puis notamment suite au démarrage de la guerre en Ukraine. Et puis cette redescente qui a eu lieu un peu chez tout le monde, où globalement on est quand même toujours plus élevé que dans les années 2020, pardon, mais on est quand même bien redescendu. Donc voilà pour tout ce qui était matière première.
Donc, je ne sais pas si déjà il y a des questions par rapport à cette première partie, avant qu'on aborde la consommation. Donc, non, pour le moment, il y a pas. Il y a quelqu'un qui écrit, donc il y a un espoir de questions. Ah si. Quel est l'impact des inondations au Brésil sur le prix? Puisque c'est vrai que là, tu mentionnais les inondations sur le deuxième État du Brésil, producteur de soja. Et c'est vrai qu'on a forcément les inquiétudes. On se dit d'un côté, le Brésil risque de moins exporter, et de l'autre, il risque aussi d'avoir davantage besoin du soja qui leur restera pour leur propre production. Donc, quel est l'impact des inondations? Tout à fait. Bah, donc ça sera à suivre, hein, parce qu'on est encore dedans. L'USDA, là, le département américain là, sur l'agriculture fait toujours des prévisions, et donc là, il a effectivement revu ses prévisions en forte baisse sur le soja suite à l'impact des inondations. Donc il faudra suivre, effectivement, enfin, là, c'est la loi de l'offre et de la demande, on va dire les fondamentaux de marché. S'il y a moins de disponibilité, forcément, les prix vont monter. Donc on a quelques opérateurs, hein, déjà, qui nous ont dit que ça s'annonçait un peu compliqué, donc ça sera effectivement à suivre. Donc à voir après ce qui au final sera la récolte qui aura pu être faite. Et puis après, il faut savoir que l'Europe, hein, c'est une petite destination pour le soja brésilien. Il y a tous les autres acteurs, hein, notamment la Chine, hein, qui trustent les imports. Donc après, ça dépendra aussi des tensions sur le marché, c'est-à-dire s'il y a d'autres opérateurs qui ont un besoin plus ou moins fort de soja. Sachant que la France, mais même l'Europe, sont, on va dire, pas la priorité de ces marchés-là. D'accord. C'est encore presque plus inquiétant du coup, parce que s'il y a quelqu'un Bah, qui vient c'est-à-dire qu'on importer est tous les extrêmement volumes. dépendant c'est toute la question, hein, sur le soja, mais on le sait, ça c'est pas une nouveauté, mais c'est toute la question de la dépendance quand même de nos filières à ce soja qui est produit dans quelques pays pour le monde entier. Et pour toutes les filières en plus, on n'est pas bien sûr la seule filière animale concernée par le soja. Et Mohamed complète, à l'heure actuelle, les pertes sur le soja pourraient atteindre 7 millions de tonnes selon Stone X, je ne sais pas comment on dit. Et tu parlais également de la baisse de la sole en Ukraine. Est-ce que ça va concerner toutes les céréales produites là-bas, ou juste Alors là, certaines? sur ceux qui font les prévisions, ils parlaient principalement du blé, hein, qui est la céréale sur laquelle il y avait un peu toute l'attention. Mais après, la baisse de la sole en Ukraine, c'est vraiment lié notamment à toutes les zones de conflit. Donc j'imagine que ça peut toucher aussi d'autres productions, parce que c'est vraiment le territoire, on va dire, agricole ukrainien qui est quand même réduit par la zone de conflit, quoi. Et sinon, concernant l'indice Citavi, dont tu nous parlais tout à l'heure, Oui. pourquoi est-ce que c'est janvier 2014 qui est choisi finalement en année de référence pour l'indice? Et est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment est calculé l'indice, et depuis quand est-ce qu'il n'a pas été révisé? Oui. Donc en fait, effectivement, pourquoi janvier 2014? En fait, la dernière révision des indices Citavi, ça a été fait en 2016, et on fait toujours du rétroactif pour que quand il y a un transfert des anciennes séries vers des nouvelles séries, on puisse faire de la rétroactivité pour faire une transition pour ceux qui indexent notamment les prix sur l'indice Citavi, qui puissent avoir une période un peu pour passer de l'ancienne version à la nouvelle version. Et donc il y a toujours un peu un rebasage qui est fait. Là, on est en cours justement parce que depuis 2016, il n'y a pas eu de révision des indices de fait, et tous les X années, c'est à peu près le temps habituel de révision. Donc là, on est en train justement de faire un travail de révision de l'ensemble des indices. Pour information aussi, il y a des indices bio qui sont aussi maintenant produits, hein, depuis quelques temps, qui étaient trimestriels, qui sont passés mensuels. Alors les indices bio, c'est un peu différent, puisque là, c'est des enquêtes qui sont faites auprès des opérateurs, parce que les cotations en bio sont un peu plus complexes, on va dire, pour calibrer les prix. Donc on préfère faire des enquêtes auprès des opérateurs. Pour les indices sur le standard et les labels, là, on s'appuie en fait sur les cotations des matières premières de la dépêche, et on fait en fait comme un formulateur, c'est-à-dire qu'on a toutes les matières premières qui sont renseignées dans notre moulinette. On fait les contraintes nutritionnelles, on applique les différents prix avec un lissage 3 mois. Donc tous les prix sont faits sur un lissage 3 mois pour essayer de gommer un peu les à-coups du marché, et puis se rapprocher un peu de ce qui peut se pratiquer par les opérateurs, pour après chaque mois sortir l'indice en fonction de ces différentes contraintes et des évolutions de prix.
Et donc, c'est vraiment un indice matière première, et ça, c'est important de le rappeler, et pas un indice aliment, c'est-à-dire vraiment, c'est les matières premières servant à la fabrication de l'aliment. Mais il n'y a pas les coûts de transformation, de trituration, etc., faits en usine, quoi. Par Donc, contre, ça il y veut a dire une c'est à approche chaque du trimestre. transport. Pardon. Oui. Et du coup, oui, c'est vraiment à chaque trimestre, il y a l'indice est réévalué avec le lissage justement En des fait, 3 mois. c'est chaque mois, comme ça, un lissage glissant. Hein, donc, Ah oui, tous les c'est vrai, mois, c'est on vrai. regarde sur les 3 mois, les 3 mois précédents, et puis ça se décale comme ça de mois par mois pour avoir D'accord. quelque chose de lissé à 3 mois. Quoi. Donc, c'est bien produit tous les mois. Et l'indice bio qui était trimestriel est aussi devenu mensuel. Donc, tous les indices maintenant sont mensuels. D'accord. Et quel sera l'impact finalement de la révision de cet indice quand on pense côté OP ou éleveur on verra quelque chose? Est-ce que ça réagira encore plus vite par rapport aux fluctuations de Non, non. marché? Alors après, tout dépend de. Là, il y a encore plein de choses qui seront à statuer, mais tout dépend effectivement de si on change par exemple la durée de lissage ou des choses comme ça. Mais de toute façon, ce qui est toujours prévu, comme j'ai dit précédemment quand il y a eu la dernière révision, c'est qu'il y a toujours un transfert un peu en douceur des anciennes séries vers les nouvelles pour que les opérateurs qui s'appuient dessus n'aient pas de rupture de série brutale alors qu'il y a pas mal d'indexations dessus. Et puis là, de ce qui se dessine, mais ça sera encore à caler, on est plutôt dans une évolution classique, on va dire, où on reprend les nouvelles contraintes nutritionnelles, parce que depuis 2016, les animaux, la génétique et les fabricants, ils peuvent avoir de nouvelles approches. Mais on est quelque chose plutôt dans la continuité. Quoi. Et ce ne sera pas quelque chose de... Ce ne sera pas un gap complet de méthodologie. Quoi. D'accord. Donc, pour le moment, il n'y a plus de questions au niveau du chat. En tout cas, si vous avez encore des questions sur cette partie, il sera encore temps de les poser et on pourra poser ces questions-là à l'issue de la seconde partie. Donc, je te laisse poursuivre, Simon. Merci. Donc là, on va parler maintenant de la consommation. Alors déjà, une première chose, c'était quand même, notamment lors des derniers Webeco, on parlait énormément de l'inflation, hein, qui, pour rappel, était très très forte un peu partout en Europe, et finalement plus faible en France que dans le reste de l'Europe, et notamment l'Europe de l'Est. Hein, tous les pays d'Europe de l'Est avaient des inflations à 2 chiffres. En France, au pic d'inflation, on était à plus 7 points, alors que dans toute la zone euro, on était plutôt à plus 10,5. Là, c'est bien le graphe qui vous est présenté, c'est l'indice des prix présenté par la Banque Centrale Européenne, et c'est bien tous les prix ensemble. Donc, il n'y a pas que l'alimentation, il y a bien l'ensemble des prix. Sur la partie alimentation, ça a été encore plus marqué que ça. Et donc là, quand on regarde où on en est aujourd'hui, le dernier chiffre disponible, c'est mars 2024. On est à plus de 2,4%, que ce soit en France ou dans la zone euro. Donc on est bien loin des évolutions de prix qu'on a pu connaître dans les mois qui ont précédé. Mais 2,4 points, c'est pas non plus négligeable. Donc il y a toujours une hausse des prix qui se poursuit, mais plus du tout à la même hauteur que ce qu'on a pu connaître il y a quelques mois, avec notamment, vous vous souvenez, hein, pareil lié aussi au contexte ukrainien, la hausse des prix de l'énergie, en plus de l'alimentation, donc toutes les conséquences en cascade sur les différents pans de l'industrie et de la consommation. Donc là, on est plutôt sur une inflation qui ralentit très fortement par rapport à un pic qu'on a pu connaître. Si maintenant on voulait regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé sur les différentes espèces, sur les différentes productions animales depuis 10 ans, donc ça c'est un petit travail qui a été réalisé par APSIS, hein, le bureau d'études composé des 3 instituts techniques animaux. Et quand on regarde en fait sur 10 ans, si on prend en base 100 en 2014, on a pris en base 100 pour pouvoir comparer la consommation de viande, d'œufs, de produits laitiers qui ne sont pas sur les mêmes unités, bien sûr. Donc en prenant en base 100, on peut comparer tout le monde. Et donc si on regarde, il y a le poulet qui est à plus 16% en 10 ans, les œufs qui sont à plus 16% en 10 ans, les produits laitiers à moins 4, le bœuf à moins 9 et le porc à moins 10. Alors, on ne part pas des mêmes niveaux de base. Hein. Le porc reste la première viande encore consommée en France. Mais on voit en termes d'évolution, les dynamiques qui sont complètement différentes en volaille, que ce soit en chair ou en œuf, par rapport aux autres productions. Et là, c'est bien le poulet. Hein. Donc, c'est le poulet qui a plus 16%. Si on prenait toute la volaille, on serait un peu en dessous. Donc ça, c'est, on va dire, très positif pour les filières avicoles, puisqu'on a vraiment une consommation très dynamique par rapport aux autres productions animales.
Alors après, quand on creuse sur la partie volaille, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est des choses qu'on vous a déjà présentées, mais ça continue, on va dire, ça s'accentue. C'est qu'on a une poulettisation, hein, désolé pour ce néologisme, mais de la consommation, c'est-à-dire qu'en fait, dans nos filières volailles de chair, la partie poulet prend de plus en plus de place. Et là, on est bien sur la partie consommation, on verra aussi, c'est un impact aussi bien sûr sur la production. En 2023, on est à 80% des productions en volaille de chair qui sont faites en poulet, alors qu'on était à moins de 2 tiers en 2015. Donc on voit une progression assez rapide de la consommation qui se tourne vers le poulet. Alors au détriment de qui? Un peu toutes les autres espèces. La dinde, hein, qui est la seconde volaille la plus consommée, qui perd quand même pas mal de parts de marché. Le canard, alors qu'il y a aussi les conséquences aussi liées à HP, hein, qui fait qu'il va peut-être retrouver quelques couleurs aussi pour la suite, mais qui a été aussi impacté, la pintade, et puis toutes les autres espèces un peu plus secondaires. Donc ça, c'est le premier point fort de la consommation, c'est vraiment la montée en puissance du poulet par rapport aux autres volailles. Et quand on regarde le poulet, si on fait un focus sur le poulet seul, en 2012, on était à 15,6 kg par an par habitant, et on arrive à 23 kg en 2023 par an par habitant. Donc c'est quand même une progression énorme. Donc un peu moins de 8 kg. En 10 ans, on a mangé 8 kg de plus de poulet par an par habitant pour chaque Français. Donc c'est vraiment une progression fulgurante. Et il y a des seuils un peu symboliques, mais qui disent beaucoup, qui ont été franchis. Donc en 2013, l'ensemble des volailles de chair avait dépassé la viande bovine. En 2022, le poulet tout seul, donc sans rajouter les autres espèces de volailles de chair, a dépassé à lui tout seul la viande bovine. Donc 22,6 kg en 2022 versus 22,2 kg pour la viande bovine. Sachant que le porc, il est à une trentaine de kilos, hein, donc encore devant. Et puis aussi un autre seuil qui avait été franchi, c'était en 2016, où le poulet, enfin la volaille, était devenue la première viande consommée dans le monde devant le porc également. Donc on voit qu'il y a vraiment une dynamique qui est vraie en France, mais qui est vraie en fait aussi dans pas mal de pays où la volaille, dans la volaille, le poulet truste la consommation. Alors pareil, quand on fait toujours le focus sur cette consommation de poulet, qu'est-ce qu'on consomme? Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on vous présente régulièrement et ça ne cesse de s'accentuer. C'est que le poulet entier, entier qui était dans les années 2000, ce qu'on consommait en poids dans les achats, ce qu'on consommait le plus, n'a fait que se réduire pour arriver en 2022 à 16% de la répartition des achats. Et donc c'est plutôt les découpes et les élaborés qui ont progressé fortement au détriment du poulet entier, du poulet pack. Donc ça, il y a vraiment, pour des raisons de praticité, le consommateur qui se tourne plutôt vers ce type de produit plutôt que le poulet entier du dimanche. Si on regarde sur 2023 par rapport à 2022, donc ça c'est toujours des données de Kantar pour France Agrimaire qui permettent de voir les évolutions de la consommation en grande distribution. Donc vous avez en noir les évolutions en volume et en turquoise les évolutions en prix. Donc quand on regarde sur les premières lignes, hein, vous avez si on regarde la deuxième et la troisième et quatrième ligne, donc vous avez le poulet, l'ensemble poulet, et après vous avez le poulet pack, donc le poulet entier et les découpes de poulet. Donc si on voit que la consommation elle augmente fortement en poulet, on voit qu'elle augmente un petit peu en poulet pack, mais c'est surtout sur les découpes de poulet, donc la proportion de découpes, c'est ça qui tire la consommation. Et par contre, sur les volumes, on voit en dinde, en canard, en pintade, on est plutôt en régression, parce que c'est ce qu'on sait, c'est plutôt la poulettisation de la consommation. Et puis on voit aussi du coup sur les évolutions de prix, des évolutions de prix qui peuvent être aussi plus fortes sur des espèces secondaires, notamment pour un manque de disponibilité suite à toutes les conséquences de la crise IHP, mais on y reviendra. Autre driver de la consommation, donc on mange de plus en plus de volaille. Dans la volaille, c'est du poulet. Dans le poulet, c'est plutôt des découpes, mais c'est aussi la RHD, donc c'est la restauration hors domicile qui fait croître la consommation de volaille. Et quand on regarde la proportion de la consommation à domicile par rapport à la restauration hors domicile, la part de la RHD ne cesse d'augmenter. Et en 2023, on arrive à 35%, donc plus d'un tiers de la consommation de viande de volaille se fait via la RHD. Et donc ça, c'est important parce qu'on le verra tout à l'heure, mais sur
l'impact notamment sur les importations. En RHD, on sait que c'est aussi le segment de consommation sur lequel les importations sont les plus élevées. Donc ça a aussi une conséquence sur nos pratiques d'achat et d'import de viande de volaille, notamment de poulet. Alors, si on fait un petit focus maintenant sur les SIQO, les signes de qualité, que ce soit le label rouge ou le bio, là, on a directement les conséquences de la crise économique et de l'inflation, où ces signes de qualité qui sont plus onéreux, bien sûr, que de la volaille standard, se trouvent directement impactés. Alors, sur les entiers, le label rouge, on va dire, arrive finalement en 2023 par rapport à 2022 à résister avec seulement, si je puis dire, une baisse de 2%. Alors qu'en bio, la chute, elle est quand même importante, avec presque moins 16% sur les entiers. Et en découpe, la bio est aussi dans les mêmes proportions. Par contre, là, le label rouge pâtit plus de cette hausse des prix, avec moins 7,5%. Et là, on a tout de suite l'effet, mais vous voyez bien quand vous allez faire vos courses en rayon, c'est que la problématique sur les découpes, c'est que l'équilibre matière fait qu'on est obligé de mettre le surcoût sur quelques morceaux, notamment le filet. Et donc, du coup, le gap de prix entre ces filières-là, ces modes de production-là et les autres, va se faire sentir. Et donc, on peut atteindre des prix des fois assez importants, qui fait que le consommateur peut se détourner de ces produits pour des questions de pouvoir d'achat. Donc, c'est toute la... Et par contre, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est sur ces produits-là que la consommation augmente. Donc, il y a toute une stratégie et des enjeux autour du fait de réussir à faire acheter des découpes de ces produits-là par le consommateur avec la problématique du prix. Donc, voilà sur la partie consommation. Donc, merci Simon pour cette partie-là. Pour le moment, pas de questions, mais n'hésitez pas, il est encore temps de les poser. Je vais pouvoir t'en poser de mon côté. Concernant les 16% de consommation par an par habitant que tu présentais tout à l'heure au niveau des graphiques, qui avaient été faits par des données Abscisse, et tu montrais bien que là, le plus 16% de poulet, donc comme tu l'as dit, c'est bien le poulet, et c'est vraiment de la substitution des viandes, ça prend vraiment la part du bovin et du porc, du coup, là. Ouais. On sait ça depuis longtemps. On va dire que on le voit d'ailleurs au moment des crises, quand il y a les crises, quand il y avait eu la crise de la vache folle ou d'autres, quand il y a des crises un peu sur une des filières, on voit qu'il y a forcément une substitution qui se produit entre les autres viandes. Et là, on le voit, si vous regardez par exemple 2022, où là, nous, on avait la problématique de l'IAHP à ce moment-là. Donc, il y a un petit creux dans les viandes de volaille et chez les œufs aussi. Et à l'inverse, on retrouve plutôt un petit rebond sur les autres productions à ce moment-là. Donc, on a vraiment toujours cet effet, effectivement, de substitution entre viandes. Et donc, quand il y en a une qui est en période de crise ou pour le bovin, c'est un peu plus structurel pour des questions aussi économiques, parce que c'est une viande plus coûteuse, on voit qu'il y a des transferts qui sont vers d'autres types de protéines animales, sachant que au niveau global, ça avait été présenté dans le rapport annuel France-Agrimer sur la consommation de viande. On est plutôt, sur ces dernières années, à une stabilité, voire une légère hausse même de la consommation de viande globale par habitant en France. Donc, c'est vraiment un transfert entre viandes qui se produit plutôt qu'une baisse globale de la consommation de viande, qu'on avait connue plus dans les années précédentes. Oui, je me demande, c'était au printemps, non, qu'on avait les résultats de consommation globale au niveau mondial l'an dernier. Je me demande si c'est pas au printemps qu'on avait ce chiffre-là. Là, pour le moment, on n'a pas de données à ce niveau. Chaque année, en fait, il y a le France Agrimer notamment qui publie le rapport de l'évolution de la consommation des produits carnés. L'année dernière, je crois que c'était plus 0,8%. Donc, il y avait effectivement une hausse et chaque année, ce rapport est produit. Là, les chiffres que vous avez à l'écran, c'est déjà sur 2023. Là, c'est les estimations Abscisse. Et là, effectivement, on a déjà une baisse importante pour certaines espèces type le porc. Le porc qui perd pas mal en fait de consommateurs. Et voilà. Et le bovin, ça fait un peu plus longtemps. Le porc, c'est un peu plus récent, mais le bovin, c'est déjà depuis quelques années où il y a une baisse de consommation importante, quoi. Et là, pour des questions de prix, le porc, c'est aussi pour des questions de... il y a toute une partie de la population qui n'en consomme pas. Il y a un positionnement
sur certains produits qui est un peu complexe. Voilà. Donc, et puis à l'inverse, dans les RHD, comme on a vu que c'était un peu un moteur de la consommation, là, la volaille est très présente, quoi. Donc, ça permet enfin, le poulet notamment, de voir une évolution parce qu'ils sont aussi très présents sur ce secteur qui est quand même assez dynamique, quoi, par rapport à la consommation à domicile. Et en plus, on peut se poser la question quand on voit ton graphe où tu présentes justement la RHD, il y a vraiment ce phénomène de nouveau d'escalier. On voit le Covid arriver, paf, ça redescend. Et là, ça y est, on récupère le niveau 2019, quoi. On Ouais, voit. ouais, tout à fait. Là, on voit qu'il y a effectivement, il y a une contre-marche Ouais, là, il y a la avec l'effet contre-marche. Covid, où là, effectivement, l'année 2020 est un peu différente à plein de points de vue, et notamment sur celui-ci, forcément, avec le confinement. Mais du coup, on a retrouvé vraiment la courbe de croissance, on va dire, qu'on avait par le passé. Et pour l'instant, les signaux sont toujours assez au vert quand même sur cette évolution, quoi. Donc ça risque de continuer, quoi. Et qui nous fait ressembler quand même aussi un peu à nos pays voisins. C'est pas, je veux dire, c'est pas spécifiquement la France, hein, c'est un peu ce qui se passe dans tous les pays occidentalisés où la RHG continue aussi d'évoluer, quoi. Mais en plus, là, on se dit, s'il n'y avait pas cet effet contre-marche, on se demande si on était resté sur cette pente-là, finalement, on serait encore plus élevé probablement aujourd'hui. Potentiellement, ouais, potentiellement. Après ça, c'est difficile à oui, mais possiblement, ouais. Mmh. Et donc là, il y a une question parce qu'effectivement, en plus, il y a le côté origine de la viande RHD en France. C'est vrai que, bah, tu l'avais dit lors du dernier webinaire, ça profite aux importations, en fait, finalement, ces volumes de RHD. Tout à fait. Bah, en fait, sur la RHD, c'est un peu toute la problématique pour nos filières françaises, c'est qu'effectivement, la part d'importation peut être beaucoup plus importante, entre 70-80 d'import, hein, sur ces secteurs-là. Pas seulement en volaille, hein, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les autres espèces. Il y a eu toute la question de l'affichage, hein, dans les lieux de restauration de l'origine des viandes. Donc il y a des choses qui sont réfléchies, enfin qui essaient d'être. Alors en bovin, c'était déjà présent depuis très longtemps, mais en volaille, c'était un peu plus récent. Bon, voilà, il y a toute une politique pour essayer quand même aussi de faire prendre conscience aux consommateurs que dans ces lieux le consommateur qui est en grande distribution a certaines attentes, n'a pas forcément les mêmes en restauration. Et donc l'idée, c'est aussi voilà, qu'ils prennent peut-être un peu plus conscience pour essayer d'avoir des achats enfin, voilà, en connaissance de cause sur ces segments-là, quoi. Mais il y avait une enquête qui avait été faite par la PVF, on en avait parlé la fois dernière, qui avait montré qu'il n'y avait que 15% des lieux de restauration qui avaient réellement affiché l'origine des viandes proposées, quoi. Donc pour l'instant, c'était parce qu'il y a finalement, c'est assez récent, il y a assez peu de contrôle, et donc du coup, c'est assez peu appliqué. Et puis après, peut-être aussi qu'il y a beaucoup de consommateurs, en restauration qui ne demandent pas, et qui forcément, ça n'incite pas non plus les restaurateurs à l'afficher. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais quand on fait le test, les serveurs ne savent pas forcément, ils sont obligés d'aller revoir pour savoir, parce qu'ils n'ont pas forcément l'information comme ça, en tout cas, direct. Complètement. Tu nous parlais aussi de la poulettisation. Donc c'est vrai que ça, là, c'est vraiment cuisant quand on voit ton graphe, c'est inquiétant un petit peu. C'est inquiétant pour les autres espèces. Là, on se demande ce qui va leur arriver quand on voit que le poulet a pris 5 points à la dinde, 2 points au canard. Donc canard, on peut se dire qu'il va peut-être récupérer un peu parce qu'il y a le contexte IAHP qui est là, et 2 points à la pintade. Et aussi les 6 points à autre espèce. Même si c'est des espèces secondaires, tu pourras peut-être nous repréciser un peu ce que c'est, parce qu'à part, c'est vrai que moi, à part la caille et le pigeon, je vois pas trop Ouais, ce bah que c'est c'est. ça, c'est toutes les autres espèces qu'on peut retrouver, cailles, pigeons, ouais, principalement. Oui, alors effectivement, cette poulettisation pose un peu question. Alors en fait, c'est pareil, c'est un peu comme sur la RHD ou sur d'autres choses. En fait, la France, qui était plutôt un peu atypique par rapport aux autres voisins, avec une diversité d'espèces qui est souvent d'ailleurs mise en avant par la filière, hein, d'offrir une diversité de produits plus importants qu'ailleurs. Et ben, quelque part, on commence à ressembler de plus en plus à ce qui se passe par ailleurs, puisqu'il y a pas mal de pays où on est plutôt déjà
à 90-10, enfin 90 en poulet, 10 en dinde. On est plutôt dans ces échelles-là dans les autres pays voisins. Donc la France, petit à petit, est en train de converger vers les autres modèles dominants en Europe ou dans les pays occidentalisés, enfin aux États-Unis, etc. Et effectivement, c'est un peu, enfin on va dire, on peut être un peu par rapport à la diversité française et qu'on met souvent en avant. Bon, voilà, ça peut être un peu une perte de diversité qui serait sûrement un peu dommage par rapport à ce qu'on est capable d'offrir aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. Alors c'est un bon moteur pour la consommation de volaille en général, mais effectivement, il ne faudrait pas que. Enfin, c'est dommage que toutes les espèces ne puissent pas en profiter, quoi. Mmh. Et puis c'est vrai que la diversité protège toujours un peu plus côté virus, entre guillemets aussi. Enfin, Ouais, ouais. s'il y avait Oui, oui, quelque chose qui touchait que le poulet, on serait bien mal, quoi. Enfin, tout à fait. Donc c'est aussi, enfin, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Expression typiquement avicole. Ça permet effectivement de dire, voilà, s'il y a une espèce enfin une espèce d'ailleurs qui est touchée par une question sanitaire, mais aussi une question réglementaire, on pourra le voir tout à l'heure sur les dindes avec l'IED. ouais. Ça peut aussi dire, bon, voilà, peut-être cette espèce-là va être plus impactée par telle ou telle chose, sanitaire, réglementaire, ou autre. Du coup, les autres espèces peuvent pallier à un moment donné, etc. Donc c'est vrai que de ne pas avoir tout sur une seule production, et c'est vrai aussi d'ailleurs à l'intérieur d'une espèce, de ne pas avoir que du standard, mais avoir différents signes de qualité, etc. C'est aussi il y a une diversité entre espèces et une diversité entre modes de production, qui est souvent quand même un peu une particularité française, quoi, et qu'on aime mettre en avant. Bon, après, quand on voit le volume en consommation sur ta diapo d'après par habitant, la consommation par habitant par an, on comprend mieux pourquoi les labos essayent de faire des faux filets, enfin des filets en cellules, en biologie cellulaire, quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est assez impressionnant cette ascension fulgurante. On se demande quand on va croiser la courbe du porc pour dépasser le porc en France, mais on se dit oui, là, c'est impressionnant quand même. Donc là, le porc, il est encore assez loin, parce que si on a dit une trentaine de kilos, je ne me souviens plus du chiffre précis en tête, mais c'est à peu près ça. Mais vu l'évolution en 10 ans de ce qu'a fait le poulet, s'il continue sur la même trajectoire, et que le porc, à l'inverse, continue de perdre un petit peu, c'est vrai que dans quelques années, on peut tout à fait imaginer que le poulet seul devienne comme au niveau mondial, ce qui est déjà le cas au niveau mondial, maintenant consommé en France, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une évolution très très dynamique sur cette espèce. Mhm. Et sinon, autre chiffre qui interpelle quand même aussi dans la présentation, c'est sur la partie moins 7,5% au niveau des découpes pour le label rouge. Là, on se dit, bah, il y a eu de la casse quand même au niveau des élevages. Comment ça s'est passé? Il y a eu du coup du déclassé. Ouais, ouais. Il y a Comment ça plusieurs. Alors les opérateurs ont mis plusieurs choses en place. Alors déjà, bon, et ça a des impacts aussi bien sûr sur les éleveurs. C'est l'allongement des vides sanitaires qui ont pu avoir lieu, avec des fois des très très forts allongements, qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de rotation à l'année sur ces bâtiments labels. Donc ça, c'était la première chose de fait. Il y a aussi bien sûr des bâtiments qui ont été arrêtés, enfin des bâtiments labels qui ont été arrêtés. Donc ça, c'est une deuxième chose. Après, il peut y avoir aussi un petit peu de poulets qui n'ont finalement pas été labellisés, enfin qui ont été produits en conditions label, puis normalement n'ont pas été labellisés au final. Donc il y a un ensemble de choses qui ont été faites pour essayer de réguler un peu tant bien que mal cette problématique. Mais là, bon, on parle pas mal de plancher. Enfin, on espère que c'est un peu, voilà, que c'est un peu le pire, on va dire, est passé. Mais il y a toujours quand même, de toute façon, avant même l'effet crise, il y avait toujours quand même cette question, cette problématique de réussir à franchir la transition du poulet label rouge entier, qui reste une valeur reconnue, consommée, etc., vers cette partie des coupes qui est ce que le consommateur achète de plus en plus, quoi. Donc il y a vraiment ce switch, on va dire, qu'il faut réussir à passer, quoi. Mais avec des conséquences prix importantes, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et donc là, il y a une question. Il est bien question que les 80% de poulets des diapos au-dessus là qu'on a vu tout à l'heure
C'est bien quelle que soit son origine. Ouais, là, c'est la consommation, donc c'est vraiment tout ce qu'on consomme en France, que ce soit du poulet produit en France ou importé, donc c'est bien sur l'ensemble. On verra tout à l'heure sur la production française le poids du poulet, c'est dans les mêmes proportions, mais c'est un peu différent. Donc, voilà. Et une autre question sur la segmentation. La segmentation de la production de volaille est-elle encore la solution pour lutter, pour contrer, pardon, l'arrivée de poulets PAI? La segmentation est-elle encore la solution? Ouais, est-elle encore la solution pour contrer l'arrivée de poulets PAI? Après, je pense qu'il y a une stratégie quand même, une stratégie française quand même toujours de la diversité globalement. Et je pense que effectivement, ça peut continuer. Je suis pas sûr de comprendre complètement le sens de la question, mais pour moi, ça restera vrai. On verra tout à l'heure quand même sur la production. Que finalement, dans la production de poulet notamment, le standard progresse en fait. La part du standard globalement progresse, y compris dans la production française. Il n'y a pas que dans la consommation, mais c'est pareil, ça suit un peu la consommation. Et donc on est de plus en plus aussi sur le standard, mais le standard français commence à être un standard un peu différent du standard international. Mmh. Et c'est vrai que là, la segmentation, ils essaient de garder la diversité, mais après non, enfin ouais, c'est compliqué quand même. On se demande. Ouais, le label sera toujours là dans tous les cas. Enfin, je pense que là, par rapport au dernier webinaire, on voyait bien, il y avait du trading down, mais les parties bio ou label étaient toujours. Il y aura toujours un consommateur pour ces Oui, productions. et puis en volaille, parce que c'est pas le cas forcément dans d'autres productions animales. Si on prend le porc, le bio, le label, c'est très, 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 très faible. En volaille, il y a quand même un point important des filières sous signe de qualité depuis très, très longtemps. Enfin, c'est un peu des filières historiques sur ces segments-là, enfin, notamment en label rouge. Et du coup, comment dire, on sait que là, il y a eu des conséquences non négligeables, mais c'est quand même une filière qui a énormément d'assises. C'est pas du tout comme dans d'autres filières où c'est vraiment à la marge. Là, c'est vraiment ça pèse quand même dans la production totale, quoi. On n'est pas dans des filières mineures, quoi. Avec en plus des opérateurs qui pèsent énormément sur ce marché, quoi, et qui sont très implantés. Donc merci pour vos questions. Alors là, je vois quelqu'un écrit, donc peut-être qu'on va attendre tout petit peu. Ah non, c'est bon, ça a disparu. En tout cas, si vous voulez poser la question, vous pouvez toujours la poser. On la posera à l'issue de la prochaine partie. Donc je te laisse poursuivre sur le marché français de la volaille. Donc là, justement, on va poursuivre donc sur le marché. Donc on va regarder en termes de production et ce qu'il en est par rapport à la consommation qu'on vient de voir à l'instant. Donc déjà, un premier élément, c'est un petit rappel quand même du point de la situation IAHP en France. Alors, c'est plutôt plus favorable dans le sens où on ne présente plus des cartes là, avec les foyers, mais plutôt qu'est-ce qui s'est passé depuis. Donc ça, c'est déjà un premier signe plutôt positif. Donc petit rappel un peu pour vous remettre le calendrier des dates importantes sur ce qui s'est passé depuis les derniers webinaires. Donc le 5 septembre 2023, il y avait le résultat du premier appel d'offres pour la vaccination avec les 80 millions de doses fournies par le laboratoire allemand Boehringer. Le 1er octobre 2023, ça a été la date officielle du lancement de la vaccination, donc, qui est vraiment une spécificité française. Hein. Il n'y a pas d'autres pays qui ont mis en place une vaccination à cette échelle et de façon obligatoire comme ça a été fait. Alors uniquement sur les canards en France, avec une prise en charge à 85% par l'État, 15% par la filière. Ensuite, le 28 novembre 2023, il y a eu des premiers cas qui ont été annoncés. Il y avait des cas notamment dans le Morbihan, et donc il y a eu un passage à risque modéré au niveau national. Le 5 décembre, il y a eu un passage en risque élevé. Il y avait des nouveaux cas encore en Bretagne et dans les Hauts-de-France, dans la Somme. 11 décembre, il y a eu un petit ajustement sur le protocole de vaccination. Donc, il n'y avait que 2 doses au départ qui étaient prévues. Et finalement, la résilience du vaccin au bout de la deuxième dose n'était pas considérée suffisante pour être suffisamment protectrice. Donc, il y a une 3e dose qui a été rajoutée dans le protocole pour les mulards dans les zones denses, donc ce qu'on appelle la Vendée militaire et la zone Adour, là où il y avait des plans spécifiques. Le 15 mars 2024, il y a eu le résultat du second appel d'offres, donc 61 millions de doses.
Et donc là, partagé entre le laboratoire allemand Boehringer et le laboratoire français Ceva Santé Animale. Le 18 mars, là, on est repassé du niveau élevé au niveau modéré. Il n'y avait eu que 10 foyers d'IHP à cette date et aucun nouveau cas depuis janvier. Le 2 avril, on est à peu près arrivé au mi-parcours, donc il y a eu des communiqués de presse notamment faits par le gouvernement. Et donc il y a eu 26 millions de premières doses qui ont pu être injectées, 21 millions de secondes doses, et l'objectif est atteint, et c'est considéré par la filière, par les opérateurs, par l'État, plutôt comme un succès, hein, cette campagne de vaccination qui était un peu une première, et on sait qu'on était beaucoup regardé par les autres pays du monde pour voir si on allait réussir à faire ce gros chantier. Et puis le 3 mai, donc là, les dates les plus récentes, donc on est même passé de risque modéré à risque négligeable. Donc on va dire on croise les doigts parce que c'est jamais gagné. Et puis il y a eu dans d'autres pays, il y a quand même eu d'autres cas là, d'IHP, donc il faut toujours rester un peu vigilant. Mais par rapport à ce qu'on a pu connaître ces dernières années, alors 2022 surtout, mais même un petit peu en 2023, enfin début 2023, là on va dire sur la fin 2023, début 2024, c'est plutôt au vert. Alors après, quelle est la part de la vaccination? C'est un peu compliqué à dire, mais on va dire tout ce qui a été mis en place, en tout cas, fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt un sujet qui a été maîtrisé par rapport aux envolées qu'on a pu avoir les dernières années. Donc voilà. Un peu autre sujet, mais pour pareil, pour vous brosser un peu sur la population des éleveurs, on a repris des données que certains ont peut-être vues. Il y a pas mal de données qui ont été communiquées par ailleurs. Là, j'ai juste repris une seule diapo pour vous montrer un peu, par rapport à la production française, qui sont les éleveurs de volailles de chair. Donc ça, c'est des données issues du recensement agricole. Et donc, vous avez la pyramide des âges à gauche, c'est tous les agriculteurs ensemble, quelles que soient les filières. Et à droite, c'est uniquement les éleveurs de volailles de chair. Donc en bleu les hommes et en orange les femmes. Et en fait, vous pouvez voir que alors les pyramides se ressemblent un peu en termes de forme, mais si on creuse un peu plus, on voit que les plus de 50 ans représentent 60% des agriculteurs et les plus de 60 ans, 26%, donc plus d'un agriculteur sur 4 a plus de 60 ans en France, ce qui est énorme. Et en fait, ils ne sont que, si on regarde le verre à moitié plein, 11% pour la volaille de chair, ou presque 1 sur 2 a plus de 50 ans. Donc c'est des chiffres quand même, ça veut dire qu'il faut quand même réussir à renouveler, etc. Il y a quand même des enjeux aussi pour les filières avicoles. Mais, donc ça, si on regarde le verre à moitié vide. Si on regarde le verre à moitié plein, on est quand même plutôt très bien loti par rapport aux autres productions, et notamment, là, je n'ai pas mis sur toutes les filières, mais par rapport à d'autres productions animales, on pense notamment aux bovins, où là, il y a des pyramides des âges extrêmement défavorables en termes de renouvellement des populations. Si on fait le focus maintenant sur la production, tout à l'heure, on parlait de la consommation, on a 80% de poulet dans la consommation, on va dire de façon un petit peu parallèle, hein, forcément. On a aussi une production de poulet en France qui se développe au détriment des autres espèces. Et donc le poulet, à peu près à 3/4 de la production de volailles de chair en France, c'est du poulet. Et après, donc on a la dinde, le canard. Alors le canard, on sait qu'il y a un petit effet, ce que tu disais aussi tout à l'heure, Maïva, où il va y avoir sûrement un petit effet rattrapage, et on voit là, les chiffres sont très dynamiques sur les premiers semestres de 2024, puisqu'il y a un rattrapage post-IHP, où c'est une des espèces l'espèce qui a été la plus touchée. Et puis après, on a aussi donc, la pintade qui est à 1,4%. Donc voilà, donc on a un peu le même phénomène quand même de spécialisation sur le poulet. Et à l'intérieur du poulet, si on regarde les différents modes de production, alors là j'ai montré de 2013 à 2023, sur 10 ans comment ça a bougé. Et c'est là qu'on voit en fait que le poulet standard, alors standard et standard plus, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas sous signe officiel de qualité, voilà, mais par exemple la lumière naturelle, etc., des standards avec des conditions en plus, hein, ce qu'on appelle standard plus, et ben cette proportion-là n'a fait qu'augmenter. Et donc on est passé de 52% en 2013 à 68% en 2023. Alors il y a l'effet grand export, là, 2013, si on regardait sur des années plus récentes, ça avait déjà bien réduit, hein, parce que c'était la fin des restitutions à l'exportation. Donc maintenant, le grand export est à peu près stabilisé, mais voilà, on n'est plus du tout sur les mêmes volumes qu'on avait pu connaître par le passé.
Le certifié, où il y a un peu un switch entre le certifié qui bascule vers de l'ECC. Alors l'ECC, c'est un peu des estimations, c'est pas des chiffres, on n'a pas vraiment de chiffres officiels pour suivre le CC, donc c'est un peu du recoupage qui est fait. C'est peut-être un peu moins que ce qu'on a mis là, bon voilà, à consolider. Et puis label rouge et bio, on voit, oui, ça a un peu baissé, mais bon, ça résiste, puisqu'on est quand même à 13% de la production en label et 1% en bio. Donc c'est loin d'être négligeable par rapport notamment à d'autres filières. Donc d'autres chiffres qui nous semblent intéressants, donc vous savez que notamment Envol avait fait le pacte Ambition Envol avec un certain nombre d'objectifs à atteindre. Il y avait des questions autour des élevages avec accès à la lumière naturelle. Donc il y a des enquêtes qui viennent d'être faites par Italie pour Envol, et donc ça a été publié par Envol dans son dernier rapport. Aujourd'hui en France, alors par enquête, donc c'est pas exhaustif, c'est un échantillon représentatif, on a 74% des élevages en volailles de chair qui ont accès à la lumière naturelle, donc on voit que c'est quand même énorme en termes d'évolution. Alors forcément, on a les 18% de labels rouge et bio qui sont tous en lumière naturelle, on va dire, ça c'est un peu logique vu les cahiers des charges, mais c'est aussi 68% du standard, donc ça c'est pas, enfin, c'est des choses qui sont un peu nouvelles. Alors pourquoi? Notamment parce que les gros opérateurs s'y sont mis. Alors par exemple, pour vous donner deux chiffres, 100% des éleveurs LDC qui soient dans LDC en tant que tel, LDC Amont ou travaillant avec LDC, doivent être dans nature d'éleveur qui a dans son cahier des charges l'accès à la lumière naturelle. Donc ça, c'est d'ici fin 2020. Au 1er janvier 2026, ça doit être fait. Donc forcément, ça pèse énormément. Et puis, si on prend par exemple la nouvelle agriculture, c'est 100% des élevages de la nouvelle agriculture qui doivent être en ECC d'ici la fin de 2024, donc c'est demain. Même si la nouvelle agriculture, par contre, là, c'est pas 100% des éleveurs de Terrena. Donc voilà, donc on voit qu'il y a vraiment des opérateurs qui font énormément de choses là-dessus, et donc forcément, au niveau du parc au niveau national français, ça a des effets très très forts. Donc à suivre, et puis c'est des choses qu'Envol suit dans son pacte ambition. Donc on pourra suivre l'évolution de ces chiffres. Alors après, quand on a vu la consommation et là on a vu la production, dans les choses un peu plus nuancées, on va dire, c'est un signe, enfin c'est un indicateur qu'on regarde beaucoup avec notamment les questions de souveraineté alimentaire, c'est le taux d'approvisionnement. Donc le taux d'approvisionnement, pour rappel, c'est vraiment la production globale sur la consommation globale. Et on regarde du coup comment on se situe. C'est en gros, ça veut dire est-ce qu'on produit à peu près la quantité qu'on consomme. Alors après, on peut consommer la même quantité, et puis finalement, c'est pas les mêmes pièces, et donc il peut y avoir quand même des échanges. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des échanges. Mais donc, en fait, en volaille de chair, on est passé sous la barre des 100% en 2016. Donc, c'est la courbe noire. Alors, pourquoi? Parce que c'est le poulet qui a tiré cette baisse, parce qu'en poulet, c'était déjà depuis quelques années auparavant, on était passé sous la barre des 100%. On est en dessous de la barre des 80% maintenant en poulet. Et puis, dans les premiers chiffres, la fois dernière, dans les estimations que Mohamed avait pu faire, on était sous 100%, à peine sous, mais on était passé sous la barre des 100%. Finalement, les chiffres plus consolidés à l'année 2023, on est juste au-dessus. Mais deux espèces ont vraiment failli passer sous ce seuil, enfin flirtent avec cette ligne de crête, c'est-à-dire la dinde et le canard. Et il n'y a que la pintade qui finalement est excédentaire, c'est-à-dire que la pintade, on en exporte, on en produit plus que nos besoins de consommation. Donc c'est la seule espèce qui se distingue. Toutes les autres sont soit à la limite ou, comme le poulet, déjà depuis quelques années, en dessous de ce seuil. Alors, c'est des questions, on va dire, là, en ce moment, avec la souveraineté, où enfin, voilà, il y a des choses sûrement à faire pour essayer de retrouver un peu de souveraineté sur ces filières, sachant qu'avoir une consommation qui est très dynamique, mais finalement, ou qui ne profite pas à nos filières françaises, ça, forcément, ça pose question. Si on regarde sur les abattages globalement, donc vous avez les chiffres, vous les aurez dans le diaporama qui vous sera remis, bien sûr, à l'issue du webinaire. Donc je ne vais pas tous les développer, mais ce qu'on voit de façon très visible là à l'écran, c'est
un rebond des abattages. Alors en poulet, il y a un peu le dynamisme habituel avec toujours 1,2%, mais on sait que c'est une production qui continue à augmenter, mais c'est le rebond important sur le canard notamment. Et là, on est vraiment sur le contre-coup, enfin, IAHP, c'est-à-dire on a subi vraiment cette crise IAHP sur le canard qui était l'espèce la plus touchée. Et là, on voit des évolutions importantes. Alors c'est vrai sur le canard rôti, c'est vrai aussi sur le canard gras, encore plus fort d'ailleurs. Mais on rebondit après des chiffres quand même qui étaient assez moroses sur 2022. Donc ça, on retrouve, on va dire, des couleurs, mais on est quand même encore en deçà de ce qu'il y avait des années précédentes. Tout à l'heure, on a parlé de la consommation sur les SICO. Forcément, sur la production, on a un peu les mêmes effets. Hein. Donc sur l'évolution des mises en place en poulet, label rouge, 2023 par rapport à 2022, on a baissé de 5%. Donc c'est quand même loin d'être négligeable, comme vous pouvez voir sur le graphe de gauche. Et sur le bio, ça a été encore plus marqué avec moins 14%. Donc pareil, vraiment, on suit l'impact de ce qui a pu se passer sur la consommation, sachant qu'en plus, dans ces filières, c'est des filières où il y a le moins d'échanges, ce qu'on consomme, c'est globalement ce qu'on produit, quoi, par rapport aux standards, il y a beaucoup plus d'effet des importations. Donc tout ça va faire que la balance commerciale, elle continue de se dégrader avec des imports qui continuent de progresser et des exports qui sont plutôt en chute. Donc si on regarde globalement sur les imports, on est à plus 3,2% 2023 par rapport à 2022 et sur les exports à moins 8,4%, avec des dynamiques un peu différentes, notamment là, ce qui se distingue, c'est le canard, mais avec l'effet IHP dont on vient de parler. Et puis la pintade, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est la seule production où on est plutôt excédentaire en production par rapport à notre consommation. Donc la pintade est aussi, on va dire, plus tournée vers l'export que nos autres espèces. Et dans ce qu'on importe, on apporte, ça aussi c'est important de l'avoir en tête, on apporte de plus en plus de filets. Donc on n'a aussi pas les mêmes produits qu'on va exporter d'un côté et importer de l'autre. Donc dans les imports, c'est vraiment les filets qui sont très très majoritaires. Donc maintenant, plus de la moitié de nos importations sont faites sous forme de filets de poulet. Et l'autre segment très dynamique, ce sont les préparations, donc qui sont à plus 11,4% en 2023 par rapport à 2022. On voit aussi un bel escalier sur ce segment-là. Donc filet et préparation sont les deux segments de consommation qui tirent les importations. Donc petit rappel, là je vous ai pas remis le graphe habituel, mais juste 3 chiffres pour marquer les choses. Donc vous savez qu'un poulet sur 2, ça je pense que maintenant c'est tout le monde à peu près, jusqu'à notre président a le chiffre en tête. Maintenant on voit que c'est partagé bien au-delà de la filière. Hein. Un poulet sur 2 consommé en France est importé. Je pense que ça y est, à force de le marteler, il est acquis en termes de connaissances en tout cas. Et donc la part de l'origine France, vous voyez, c'est les 3 histogrammes. Donc en 2000, elle a été de 75%, en 2010 de 60% et en 2023 donc de 50%. Donc on voit l'érosion forte qu'il y a pu y avoir sur l'origine France dans notre consommation de poulet. Et effectivement, cette dynamique de consommation qu'on voyait tout à l'heure, pour le coup, elle vient servir, on l'a dit aussi, mais l'importation. Voilà. Donc, merci pour cette nouvelle partie. Donc il y a une question qui fait forcément réagir sur le côté, est-ce que le fait d'avoir apporté de la lumière naturelle, est-ce que les consommateurs sont sensibles à ce genre de choses? C'est plus pour faire augmenter le kilo de poulet produit. Et c'est vrai que c'est une question, c'est des choix qui ont été menés, donc c'est toujours un peu délicat. Après, là, c'est toujours la même problématique entre les attentes citoyennes et les actes d'achat du consommateur. On sait toujours qu'il peut y avoir un peu une dichotomie entre les deux. Donc, on espère retrouver, si on répond à des attentes citoyennes, dans l'acte d'achat du consommateur, ce qui est loin d'être gagné. Donc, on va dire le critère lumière naturelle, en tout cas, c'est la lumière naturelle dans les attentes citoyennes, c'est le premier critère. C'est l'un des premiers critères, en tout cas, que le citoyen attend, surtout dans nos productions. Donc, en fait, on va dire que ça peut permettre de répondre, en tout cas, à une attente très, très forte du citoyen. Alors après, effectivement, ça a un surcoût, notamment pour tous les aménagements sur des bâtiments existants qui ont dû être aménagés, etc. Donc, ça a forcément un surcoût. Donc, effectivement, après, il faut que la répercussion puisse avoir lieu
derrière. Alors après, il faut nuancer, par exemple, c'est là où il y a toute justement notre segmentation de consommation. Rajouter, il y a eu des calculs qui ont été faits, hein, rajouter des lumières naturelles, ça augmente le coût de production de quelques pourcents, de 4-5%, le coût de production. Quand on est sur de l'ECC ou sur des cahiers des charges, on va dire autour du bien-être animal avec plus de critères, là, on augmente de bien plus que quelques pourcents. On peut augmenter de 20, plus de 20%, etc., le prix enfin, le coût de production, et donc du coup la répercussion qu'il faut avoir sur le prix derrière. Donc, et 20%, je parle sortie élevage, à 27% de mémoire, on va réactualiser ces chiffres-là, sortie élevage. Donc après, sur l'abattage, on rajoute encore, et puis après, si on met tout le poids sur le filet, on concentre encore le surcoût, donc ça peut atteindre des niveaux bien plus élevés encore que la sortie élevage. Donc effectivement, il faut que le consommateur derrière achète. Donc la lumière naturelle, on va dire, c'est un premier critère qui n'est pas celui qui est le plus coûteux, même si ça a forcément un coût. Et donc, à quelques pourcents près, on dit, bon, voilà, ça c'est peut-être plus facile à répercuter, en tout cas au consommateur. Effectivement, plus on va mettre de critères, plus derrière, le consommateur doit pouvoir suivre pour payer. Ce qui est le cas aussi, de toute façon, pour les filières sous label, hein, puisqu'on sait que là, pour rappel, un coût de production, pour vous donner des grandes mailles, si on est à 100, base 100 sur du standard, le coût de production du label, on fait un peu plus de x2, et puis le bio, on est quasiment à x3. Hein, donc, et les écarts en plus sont plus importants que dans les autres filières aussi, en volaille, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes souches, sur les mêmes durées de production. On a des écarts qui sont beaucoup plus forts que dans les autres filières. Si on prend l'exemple du bovin lait, que je connais pas mal, entre du bio et du pas bio, souvent les génétiques peuvent un peu varier, mais pas complètement, pas forcément. Et les écarts de coût de production sont fois 1,5, fois 1,3, et pas fois 3, quoi. Donc on n'est pas aussi, ça, il faut bien comprendre qu'en volaille, le gap, il est beaucoup plus fort, parce qu'on est vraiment sur des génétiques très différentes, des modes de production très différents, il y a l'accès extérieur pour les labels et le bio, donc on est vraiment sur des modes très très différents, d'où des impacts très très forts sur le coût de production, et donc sur le prix au final, quoi. Oui, c'est sûr. Puis là, ils valorisent différemment l'aliment est différent, et puis il y a aussi la durée d'élevage aussi. On va pas faire le Ouais. même nombre de lots en standard qu'en label et en bio. Enfin, Quand on double la durée d'élevage, bon, forcément, ça a des conséquences très très directes, quoi. Et dans les autres filières, on ne double pas la durée d'élevage entre Ah non. des animaux bio et pas bio. Ah, mais c'est sûr que c'est des questions qui étaient posées. C'est vrai que c'est bien d'avoir une idée du surcoût de l'ECC si c'est réactualisé. C'est sûr que c'est des données qui sont vraiment intéressantes à avoir en tête, et surtout que l'ECC, c'est quelque chose qui a été fait aussi pour harmoniser côté Europe, parce que nous, on les avait, le label et le bio, mais les autres pays n'avaient pas Ouais. forcément. Alors après, le CC, la grande différence par rapport à... Parce que nous, la France, c'est le pays avec le plus d'animaux ayant accès à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas dans le CC, où il n'y a pas de l'accès extérieur qui est mis dans le cahier des charges du CC. Donc en fait, nous, on avait déjà, on va dire, ces gammes de labels et bio où on est un peu le plus élevé. Par contre, dans les autres pays européens, où ils peuvent avoir un peu de bio, mais ils n'ont pas l'équivalent du label, eux, en fait, ils ont cette ECC notamment les pays du nord de l'Europe, qui sont très sensibles aux questions de bien-être animal en plus. Eux, ils avaient, on va dire, quasiment que le standard et un petit peu de bio. Donc eux, ils cherchent un peu des nouveaux modes de production, ce qui est moins notre cas, puisqu'on a déjà effectivement nos filières label et bio qui sont déjà très présentes. Mais voilà, il y a quand même une attente, et donc les opérateurs essaient de répondre à cette attente en essayant quand même à la fin, ça reste, il faut que le produit soit acheté, ça reste la base de l'économie. Oui, surtout que là, on voit l'auto-approvisionnement ne cesse quand même de décliner pour nous en poulet, même si c'est ce qu'on consomme le plus, si on fait le lien avec la partie aussi précédente. On se dit finalement, est-ce que le poulet standard plus va pas venir altérer cette croissance de consommation du poulet chez nous, en tout cas, au moins, ou même l'auto-approvisionnement, parce que si c'est trop cher et que finalement les consommateurs, ou même la RHD, elle va pas vouloir aller acheter du français du coup Oui, si. déjà en RHD, on a vu tout à l'heure que finalement, on ne sait pas forcément si on consomme du français ou pas du français, etc. Alors, s'il y a des critères type ECC ou des critères
je veux dire, on saura encore moins, quoi. Donc, effectivement, c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire que autant en grande distribution, le consommateur regarde à peu près, on sait à peu près ce qu'on achète, etc. C'est pas du tout la même attention qui est portée, même si l'acte d'achat, hein, vous savez, c'est vraiment quelques millisecondes là, on prend les décisions de l'acte d'achat. Par contre, sur la RHD, effectivement, comme on ne sait déjà pas l'origine, bon après, si on ne sait pas l'origine, j'ai envie de dire, la particularité du mode de production, c'est encore plus loin, quoi. Donc là, c'est effectivement le risque d'avoir des écarts de prix encore plus forts qui font que la RHD, il faut qu'elle arrive vraiment enfin, il faut que les filières françaises arrivent à se positionner dans les RHD, quoi. C'est loin d'être gagné, même s'il y a des choses qui sont faites, notamment, on disait tout à l'heure, l'affichage ou des choses comme ça. Il y a un peu de travail. Et en plus, on se demande aussi côté RHD, on importe beaucoup, les importations, il y a beaucoup de filets, les filets ou les cuisses, c'est vrai que partent aussi pas mal quand même en RHD, mais là, est-ce que les importations sont pas aussi minimisées? Parce que quand on voit dans ton graphique, il y avait une partie préparation. Et qu'est-ce qu'on met dans cette partie préparation qui est quand même là à 11,4 finalement, si Ouais. c'est des filets juste je sais pas, assaisonnés, ça Oui, bah, ça ça peut être en fait, minimise. en préparation, alors ça, c'est une autre problématique un peu sur le suivi des produits. Dans préparation, effectivement, si le produit il a été mis dans une sauce ou avec des épices, etc., ça fait partie effectivement des préparations. Donc, on peut des fois avoir des choses qui sont, on va dire, peu préparées, qui sont presque du produit brut, mais qui font partie, en tout cas, au niveau douane, des préparations parce qu'il y a eu l'ajout d'épices ou de choses comme ça. Ouais. Donc, c'est d'ailleurs effectivement, enfin, notamment quand on regarde pour le suivi des chiffres, des fois des choses qui peuvent être un peu masquées, effectivement, par les codes douaniers, quoi. Ce qui est la donnée qu'on peut capter dans le suivi, quoi. Et sinon, une donnée intéressante, c'est vrai que sur la pyramide des âges, c'est vrai que c'est «rassurant» entre guillemets chez nous. Après, c'est pas non plus, on n'est pas sur on aimerait avoir une base qui soit un peu plus élevée. Mais est-ce qu'il y a une corrélation entre l'âge et justement les modes de production? Parce que finalement, si ceux qui produisent le standard, sont tous, tout en haut, ça c'est quand même inquiétant pour nous côté Bah, oui, production. oui. Alors, en volaille de chair, je crois que c'était moins marqué, mais c'était quand même, il y a quand même effectivement une différence. Et on sait qu'on arrive plus facilement à installer des jeunes sur les filières SICO que sur le standard. Sur le standard, c'est vraiment là où. Alors là, j'ai pas remis non plus, mais on suit l'évolution du parc bâtiment en standard, label, etc. Et on voit que c'est vraiment sur le standard, alors que c'est là où il y a un besoin très très fort de production, où le parc a plutôt tendance à baisser avec toutes les difficultés à pouvoir faire des nouveaux bâtiments, etc. Ça, on le verra demain, mais en neuf, c'est encore plus marqué, quoi, sur les modes alternatifs à la cage. C'est là vraiment où on a vraiment la population la plus jeune, quoi. Donc effectivement, on a plus de facteurs d'attractivité et de renouvellement sur les modes sous SICO, etc., que sur le standard, quoi. Alors que paradoxalement, sur le standard, c'est là où il y a des attentes très très fortes en termes de production. Et donc, il faudra quand même faire attention, quoi. Donc voilà, donc effectivement, derrière ces chiffres, après, il faut quand même, comment dire, si on regarde le verre à moitié plein, c'est plutôt mieux disant qu'ailleurs. Si on regarde le verre à moitié vide, il y a quand même des segments et des endroits où il y aura quand même des efforts à faire pour demain trouver des éleveurs, quoi. Il faut être motivé. Une éternelle question. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font. Les OP ça fait plusieurs années maintenant qu'on voit bien qu'ils essaient d'attirer à nouveau les jeunes pour s'installer, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on va dans le contexte dans lequel on est, que ce soit en termes géopolitiques, quand on voit les incertitudes matières premières, climatiques. Enfin voilà, je pense que c'est un problème global qui dure depuis un petit moment. Donc merci, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc je te laisse poursuivre. Merci. Donc on va attaquer donc la dernière partie, donc sur le marché européen de la volaille. Alors petit rappel aussi, la diapo est volontairement un peu fouillis pour illustrer l'IED.
Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien suivi, et puis je ne vous ai pas remis toutes les étapes parce qu'il y en a eu, et d'ailleurs, ce n'est pas complètement terminé. Donc, IED, qu'est-ce que c'est déjà, et de quoi ça parle et quels sont les impacts? Donc, IED, hein, donc c'est Industrial Emissions Directive, qui est un projet en fait, de directive européenne dont l'objectif de cette directive, c'est d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement. Donc, c'est une directive sur l'environnement, grâce à une prévention, réduction intégrée de la pollution pour les activités industrielles et agricoles. Bon, déjà, ça peut des fois un peu alerter du fait que l'agriculture est mise dans les émissions industrielles. Donc ça, c'est le premier point déjà qui peut un peu heurter les sensibilités. Et quels sont les impacts au niveau agricole? Il y a 2 impacts majeurs pour un élevage qui est considéré IED. C'est l'étude d'impact qui a à faire avec régime d'autorisation, avec enquête publique, donc toute la lourdeur, on va dire, un peu administrative et les risques de contentieux, etc., qu'il peut y avoir. Et puis après, la mise en œuvre de ce qu'on appelle les MTD, donc les meilleures techniques disponibles, donc sur tout un ensemble de choses, donc un certain nombre d'investissements à faire pour que l'élevage soit conforme à ces MTD. Donc là, en fait, il y avait déjà des l'IED qui existaient au niveau de la volaille et en porc aussi, hein, les deux filières animales qui étaient concernées, volaille et porc. En volaille, c'était 40 000 animaux le seuil. Et puis là, dans le projet de révision de l'IED, c'était plutôt pour durcir les IED avec abaissement des seuils pour les différentes espèces et l'intégration des bovins qui, pour l'instant, était exclue. Et il y a eu tout un ensemble de rebondissements avec toute la machinerie européenne. Donc, c'est très, très complexe de voir tous les allers-retours qu'il y a pu avoir, les trilogues, etc. Je vous épargne toutes ces étapes. Finalement, il y a eu de très nombreux allers-retours. Et ce qui a bougé, donc il y a les seuils qui ont bougé. Il y a eu des propositions de nouveaux seuils. Les bovins ont finalement été exclus, donc ils ont réussi à se faire retirer du texte pour l'instant. Et donc en porc et en volaille, abaissement des seuils avec maintenant un calcul en équivalent. Alors avant, c'était des 40 animaux, quelle que soit l'espèce. Là, maintenant, c'est des équivalents en UGB. Et donc, du coup, le grand perdant, on va dire, de l'IED, c'est la dinde, puisqu'en équivalent UGB, du coup, la dinde, c'est plus 40 000 dindes, mais 9 333 dindes. Il y a aussi des impacts, on verra demain en poules pondeuses. Et donc, du coup, c'est-à-dire que maintenant, au lieu de 40 000 dindes pour faire les mesures liées à l'IED, c'est à partir de 9 333, donc plus du tout les mêmes tailles d'élevage. Donc voilà, gros questionnement sur l'avenir de l'élevage de dinde en France, sachant qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est déjà une production qui est quand même un peu malmenée actuellement. Donc c'est vraiment un peu un coup de massue pour cette filière. Donc, si on essaie de voir qu'est-ce qui peut encore se passer, c'est qu'il y a une clause de revoyure qui a été intégrée à ce qui vient d'être voté. Hein, c'était voté le 12 mars 2024 par le Parlement. Donc, normalement, là, c'est acté. Donc, il y a une clause de revoyure avec un rapport qui doit sortir en 2026, qui est censé un peu voir quelles sont un peu les conséquences sur les différentes espèces. Vous se posez aussi la question de la réintégration des bovins ou pas. Enfin bref, il y a plusieurs choses qui sont prévues dans ce rapport un peu intermédiaire. Et l'autre chose aussi, c'est que les exigences n'entreront en vigueur que progressivement, et normalement pas avant 2030-2032. Donc c'est bien sûr pas du jour au lendemain où on demande à ce que les élevages se mettent à ces nouvelles réglementations. Mais c'est un sujet qui a quand même beaucoup, beaucoup secoué les filières. Et puis donc il y a quand même deux espèces, enfin deux filières qui se retrouvent en volaille concernées, donc la dinde, et puis on verra demain les poules pondeuses. Donc ça, c'était pour brosser un peu sur les aspects réglementaires européens. Si on regarde maintenant qui sont les principaux acteurs européens en Europe, donc ça, il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que la Pologne reste de loin le premier pays producteur de volailles de chair en Europe, suivi par 4 pays qui sont un peu au coude à coude, entre l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie. Enfin, vous voyez, c'est dans un mouchoir de poche qu'on retrouve un peu ces 4 grands pays. Après, il y a d'autres pays plutôt en Europe de l'Est. Et puis l'ensemble des autres pays européens qui pèsent 20%. Donc voilà pour vous dresser un peu le paysage. Si on regarde maintenant les évolutions sur les abattages, donc il n'y avait pas que la France qui avait été touchée par l'IHP, donc on a un peu un retour de la production d'avant crise entre 2022 vers 2023. Donc vous voyez ici les différents, je ne vais pas présenter l'ensemble des chiffres, mais vous voyez un peu les dynamiques qu'on retrouve globalement sur la volaille. Et après, avec des contrastes importants, espèce par espèce. Sur la volaille, donc on est à 2,5%, sur le poulet à 2,4%.
Sur la dinde, on voit ce qu'on disait, qu'il y a une filière qui a été aussi touchée par l'IHP et qui est un peu malmenée, et puis qui a une consommation qui est plutôt en berne. Donc là, on est qu'à plus 0,4%. Et par contre, le canard, qui a été très touché par l'IHP, mais où on retrouve un peu de gain de consommation. Et on le voit, alors là, la France est le premier acteur sur les abattages canards. On voit qu'il y a des rebonds qui sont faits. Donc plutôt une dynamique positive. Mais vous voyez, pour l'instant, la dynamique n'a pas permis de rattraper le niveau des abattages de 2021. C'est juste qu'on est sorti du creux d'abattage de 2022. Petit rappel aussi, puis on va faire après un petit focus quand même sur l'Ukraine, parce qu'on en parle énormément. Là, c'est pour vous montrer un peu les comparaisons des prix de viande désossée rendus Pays-Bas, Allemagne, où on peut comparer un peu provenance, Brésil, Thaïlande, Ukraine, Pologne. Donc vous avez les écarts de prix, et vous voyez que la Pologne, par rapport, même si c'est très compétitif au niveau intra-européen, la Pologne, par rapport au prix des pays tiers, Brésil, Thaïlande ou Ukraine, on a quand même un gros décalage. Et donc, du coup, l'Ukraine, quand on enlève les droits de douane, se retrouve vraiment en concurrence frontale avec les productions européennes. Si on regarde maintenant les évolutions des importations au niveau européen par les pays tiers, on a toujours le Brésil qui reste de très loin le premier pays d'origine des imports européens, et ce aussi avant un éventuel accord Mercosur. Vous savez qu'il y a toujours cet accord de libre-échange là qui a été remis sur le devant de la table dernièrement. La France s'y est opposée, l'Allemagne est plutôt très favorable, mais donc il y a encore des choses qui pourraient arriver sur ce chantier. On ne sait pas trop ce qui va venir au final. Donc pour l'instant, le Brésil reste de très loin devant, mais là, il est plutôt en légère baisse sur 2023. Et par contre, l'Ukraine, vous voyez, il est vraiment l'escalier avec des marches fortes, où l'Ukraine progresse très rapidement et pèse désormais un quart des filets qui sont importés en Europe sont désormais en provenance d'Ukraine. La Thaïlande, qui est à peu près stable, donc là, ça fait plus 11%, mais entre les années, on voit qu'elle est à peu près un peu en stabilité. On verra tout à l'heure sur d'autres chiffres. Et puis le Royaume-Uni, depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il y avait des échanges très très forts, et puis maintenant c'est devenu un pays tiers. Il y a plutôt une réduction des échanges qui se sont produits. Au niveau des intra-européens sur les échanges qu'on peut avoir, donc forcément la Pologne, premier producteur, c'est aussi le pays qui exporte le plus vers ses voisins européens, donc elle continue à consolider sa place de leader en Europe. Et puis après, les autres pays, Pays-Bas, Belgique, notamment qu'on voit, c'est des pays où on sait, c'est pas forcément leur propre production qui après vont réexporter vers leur pays voisins, mais plutôt de l'import-réexport, l'import de pays tiers réexportés après à leurs voisins européens, notamment en provenance des grands pays tiers qu'on a vus tout à l'heure. Et là, on voit qu'il y a un petit Belgique et Pays-Bas, on voit qu'ils ne progressent pas énormément, voire qu'ils sont un peu à l'arrêt. Et par contre, d'autres pays qui sont plutôt en forte progression. La Hongrie à plus 6%. Alors la Slovaquie, c'était tout petit, mais à plus 61%. La Roumanie, plus 7%, même l'Italie. Et donc, on voit que c'est plutôt des pays plutôt vers l'Europe de l'Est, à proximité justement de l'Ukraine. Et donc, on sait qu'il y a un certain nombre aussi d'imports et exports qui maintenant vont transiter par ces pays-là, qui transitaient avant plutôt par les grands pays marchands comme les Pays-Bas. Donc là, on vous a repris quelques données d'une étude de l'État-Vie qui a été faite pour le panorama international des filières pouletières, qui a été faite pour FranceAgriMer. Donc il y a toute une étude, vous pouvez retrouver sur le site de FranceAgriMer le résumé de cette étude qui est paru maintenant. Là, c'est juste quelques slides pour illustrer. Donc en fait, dans cette étude, on a étudié 4 pays principaux, 4 pays tiers par rapport à l'Union européenne, et c'est pour vous montrer un peu l'évolution des flux de façon très visuelle. Donc en 2010, là, on commence en 2019, donc là le Royaume-Uni est encore membre de l'Union européenne, et donc vous voyez les tonnages, c'est en milliers de tech, les chiffres qui sont mis. Donc parmi les 4 pays tiers étudiés, donc le Royaume-Uni en tête, mais à ce moment-là n'est pas encore réellement un pays tiers. Et l'Ukraine ne pèse entre guillemets que 129. Ensuite, en 2020, on l'a dit tout à l'heure, année très atypique avec le Covid, la crise Covid.
recul des imports, du coup, un peu comme tout ce qui s'est passé au moment du Covid, hein, les grands exports, etc., ont plutôt eu tendance à baisser, ce qui est le cas ici, avec des reculs importants, notamment sur le volet ukrainien, avec moins 27%, le Brésil plutôt en faible baisse, mais en baisse quand même, et puis gros recul aussi au niveau Thaïlande. Et par contre, progression du Royaume-Uni, voisin immédiat de l'Europe. En 2021, donc là, on arrive au Brexit. Donc le Brexit entraîne un fort recul des volumes qui sont importés depuis le Royaume-Uni, même s'il pèse encore 30% des importations de l'Union européenne, hein, ce qui est loin d'être négligeable, mais on voit qu'il y a quand même un net recul. Le Brésil, par contre, retrouve de la croissance, l'Ukraine également, et la Thaïlande qui est plutôt, voilà, qui continue à se replier tout doucement. Et puis donc on arrive en 2022, donc les derniers chiffres publiés dans l'étude, on sait que 2023 ça s'est poursuivi. Donc là en 2022, année des AHP en Europe, donc forte baisse de la production, donc besoin d'importation pour subvenir aux besoins de la consommation. Forte baisse du Royaume-Uni qui a été aussi touché par l'IHP, donc il passe de 30% des imports de l'Union européenne à 20%. Augmentation des imports de l'UE, je l'ai dit, pour subvenir aux besoins de la conso. Avec une forte progression du Brésil, plus 24%, mais aussi de l'Ukraine, et c'est là où les chiffres sont énormes, donc plus 58%, et de la Thaïlande, et sachant que, vous savez que quand il y a eu la guerre en Ukraine, peu de temps après, donc j'y reviendrai juste sur la slide d'après, il y a eu la suspension des droits de douane en mai 2022, et donc forcément, ça a ouvert la brèche, on va dire, pour des importations massives en provenance de ce pays. Et la Thaïlande qui rebondit aussi légèrement par rapport au contexte de manque de disponibilité de viande de volaille en Europe. Et donc, si on fait le constat, la part du poids des importations 2022 versus 2021, donc le Royaume-Uni perd 10 points, le Brésil 2 points, la Thaïlande se maintient, et donc on a une évolution importante côté ukrainien qui a encore continué depuis. Donc les dynamiques donc, très différentes entre ces différents pays. Alors, dans les années prises, hein, il y a le Covid, il y a l'IHP, il y a la guerre en Ukraine, donc il y a plein d'événements majeurs extérieurs qui se sont produits, qui ont eu des impacts directs. Mais ce qui est assez symptomatique, hein, c'est les évolutions quand même de ces différents pays tiers. Et en premier lieu, en volume, le Brésil, quand même, hein, qui reste de très loin le premier pays qui exporte vers l'Union européenne, et quand même l'évolution de l'Ukraine avec la suspension des droits de douane. Alors justement, sur l'Ukraine, pour vous faire un petit résumé de où on en est des droits de douane, la suspension des droits de douane aujourd'hui. Donc petit rappel historique, c'est que depuis le 4 juin 2022, il y a un soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, effort de guerre en suspendant les droits de douane sur un certain nombre de produits, qui avait d'abord été fait pour une année, puis qui a été reconduit à nouveau d'une nouvelle année. Le 23 avril 2024, il y a eu le vote des députés européens pour une reconduction à nouveau pour un an, donc le troisième renouvellement, donc qui a été approuvé au Conseil là, le 13 mai, donc il y a 3 jours. Donc ça a été validé. Mais il y a quand même quelques nouveautés dans ce troisième accord et qui concernent nos filières. Donc l'introduction d'une clause de sauvegarde automatique, ce qu'on appelle donc le frein d'urgence. Donc maintenant, il y a une condition quand même pour éviter, on va dire, une vague, un tsunami d'importation ukrainienne en viande de volaille. Donc si les volumes de viande de volaille importée dépassent la moyenne alors de 5 semestres, donc le deuxième semestre 2021, les 2 semestres 2022, les 2 semestres 2023, et si la moyenne de cette période-là est dépassée, on remet en place les droits de douane au montant antérieur qui existait. Alors, cette mesure, ce frein d'urgence, ne s'applique pas que sur la volaille de chair, il s'applique aussi sur les œufs, le sucre, le miel, le gruau, le maïs, etc. Par contre, il y a eu tout un questionnement aussi sur les autres céréales, notamment le blé, l'orge, et donc cette clause ne s'appliquera pas sur le blé et l'orge. L'application, elle est du 6 juin 2024 au 5 juin 2025, donc le nouvel accord annuel comme ce qui avait existé dans les 2 précédents cas. Et juste petit rappel quand même pour que tout le monde l'ait bien en tête par rapport à qui sont les acteurs ukrainiens, ou plutôt qui est le principal acteur ukrainien. Donc c'est MHP, le premier groupe, l'agro-holding ukrainienne, qui est de très 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 loin le premier exportateur ukrainien, donc avec son siège social qui est à Chypre et qui est détenu par un oligarque, qui est Yuri Kozyuk, qu'on a vu un peu plus du coup dans les médias par rapport à toutes ces questions-là d'importation ukrainienne.
Petit rappel, donc MHP, c'est 400 000 hectares. C'est une holding qui possède aussi des hectares de surface de culture, hein, au-delà des unités de production de poulets et des sites d'abattage. 400 000 tonnes de poulets produits. Donc, ils ont des sites en Ukraine, bien sûr, parce qu'ils sont basés là-bas, mais aussi en Pays-Bas, Slovénie. Et là, tout récemment, c'est le gros sujet du moment sur leur implantation en Croatie. Ils sont également présents aussi dans les Balkans. Et puis après, ils ont des holdings au Royaume-Uni. Et pareil, ça a été pas mal. On a eu pas mal d'échos aussi sur Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, où ils ont aussi maintenant des holdings avec ces pays-là. Pour vous donner aussi des ordres de grandeur, le chiffre d'affaires de MHP avant-guerre, avant le démarrage de la guerre en Ukraine, c'était autour de 2 milliards de dollars par an, dont 1 milliard pour l'export. Et là, en 2023, pendant la guerre, donc ils sont passés de 2 à 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont presque le doublé pour l'export, sachant que les exports se sont concentrés. Alors, il y en avait déjà avant la guerre, hein, mais ils se sont concentrés encore plus vers l'Union européenne depuis le démarrage de la guerre. Alors, ils ont un bénéfice net de 141 millions de dollars en 2023, par contre, c'était négatif en 2022. Voilà, juste dernière slide pour vous dire aussi par rapport, donc là, il n'y a pas l'Ukraine, il n'y a bien que les pays européens, mais rappelez quand même que la France, c'est un peu atypique hein, dans le paysage européen par rapport à son dimensionnement et son nombre d'élevages. Donc, on est le pays d'Europe avec le plus d'élevage, mais de dimensions. On est parmi les pays avec les dimensions d'élevage les plus petites. Ce qui est lié aussi avec le poids de nos labels et bio, hein, qui fait que ça pèse bien sûr dans la moyenne globale. Et il y a d'autres pays plutôt du nord de l'Europe qui, eux, sont plutôt... Alors, ils sont quasiment que sur de la production de poulets standards, par contre, mais qui sont dans des tailles d'élevage complètement différentes de ce que nous, on peut avoir. Donc voilà, c'était cette dernière diapo. Donc juste une dernière diapo de ce qu'il faut retenir des perspectives sur ce qu'on vient de voir ensemble. Donc sur l'IAHP, globalement, on touche du bois, mais on peut que se satisfaire de la campagne de vaccination, et en tout cas du nombre de cas qui est très très limité sur les nouveaux foyers, donc sur la maîtrise de la crise, même s'il faut rester quand même extrêmement prudent et vigilant, parce que, bon, déjà, dans les pays qui n'ont pas vacciné, dans le reste de l'Europe, il y a aussi plutôt une baisse du nombre de cas, donc c'est plutôt aussi positif, mais du coup, certains s'en sont sortis aussi sans vaccination. Il y a une prudence qui est toujours de mise aussi parce que vous avez sûrement entendu parler dans la presse, mais il y a eu des cas quand même aux USA avec des transmissions à d'autres espèces, notamment en bovins. On a retrouvé aussi le virus dans le lait, etc. Donc ça reste quand même un peu une épée de Damoclès quand même au-dessus de la filière. Le deuxième point, c'est sur l'Ukraine. Donc toujours quand même ce gros point d'interrogation lié au conflit. Alors là, il y a, on va dire, si on regarde pareil, le verre à moitié plein, c'est que maintenant, il y a au moins un frein d'urgence qui a été retenu. Il n'est pas aussi, comment dire, aussi marqué que ce que la filière aurait souhaité, mais il existe, donc c'est déjà ça, sachant qu'en plus, toutes les filières ne l'ont pas obtenu. Et puis, à plus long terme, il y a quand même la question, parce que vous savez aussi que l'Ukraine est candidat officiel à l'intégration à l'Union européenne. Donc ça va vraiment poser la question d'avoir un géant agricole. Alors c'est pas le seul pays candidat, mais c'est le seul qui pèse autant sur le volet agricole. C'est vrai pour la volaille, mais c'est vrai pour toutes les cultures, c'est vrai pour plein de segments de l'agriculture. Bon, après on peut se dire aussi, mais du coup s'ils intègrent l'Union européenne, ils vont aussi devoir répondre aux règles de l'Union européenne. Donc c'est pas là en ce moment, il n'y a pas de droit de douane, mais il n'y a pas non plus en plus de réciprocité sur les règles de production, quoi. Donc ça pourrait changer aussi s'ils intégraient l'Union européenne. Sur la partie conso, inflation, consommation. Donc il y a un ralentissement de la hausse des prix. On espère avoir atteint une espèce de plancher pour les productions sous SICO, donc il faudra suivre ça sur la suite. Et là où on peut plutôt se satisfaire, c'est qu'il n'y a quand même pas de signaux qui viendraient indiquer une diminution de la consommation de poulet dans les années à venir. Donc que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, on sait qu'on est sur une filière avec une dynamique de consommation qui est quand même un énorme driver pour que derrière tout se mette en mouvement pour aller dans ce sens-là. Voilà. Donc, merci Simon pour cette présentation sur cette partie-là. Donc, il y a pour le moment 2 questions au niveau du chat. Je vais commencer par on va revenir sur les IED en premier.
Pour quelles raisons les bovins ont-ils pu être exclus? On sent qu'il y a un envieux là. Déjà, la grande différence, c'est qu'ils y étaient déjà pas. Donc, c'est plus simple de pas intégrer un texte alors que les volailles et le porc étaient déjà. Donc, c'était Mmh. plus difficile parce qu'il y a eu aussi la même demande d'être exclu, en gros, de sortir toutes les filières agricoles et pour que ça ne concerne vraiment que des usines, en gros. Hein. Donc, mais bon, ça n'a pas marché, mais il y avait déjà le précédent que les volailles et le porc étaient déjà dedans. Et puis après, les bovins, ils ont aussi su surfer sur les prairies, sur tout un ensemble de choses qui fait qu'ils se sont considérés pas complètement dans le même champ que l'élevage, on va dire, hors sol, volaille, porc. Après, ils sont exclus pour le moment, ils seront peut-être réintégrés pour la suite, mais c'est sûr que quand il n'y a pas toutes les espèces, c'est un peu plus compliqué aussi d'avoir du consensus. S'il y a toutes les filières animales ensemble, ou si du coup il n'y a que le porc et la volaille, Mmh. en termes de lobby, on va dire, derrière, pour faire entendre Mmh mh. sa voix, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est sûr que ça n'a pas aidé dans le cheminement, le fait que les bovins ont pu se sortir de ces IED. Mmh. Ah, surtout qu'en plus, c'est calculé en unités gros bovin, non, c'est pas ça le Ouais, ouais, ouais. je dis: Après oui, là, c'est aussi ça, la c'est pareil, référentiel. hein, dans les discussions, je ne suis pas revenu, mais il y a tous les débats autour de calculer ces équivalences en UGB. Ouais. Il y a plein, plein, plein de sous-questions à la question. C'est sûr et puis là, il y a aussi quand même le côté un peu, le gros perdant, ça reste la dinde parce que d'un côté, on peut se dire, bah, c'est enfin, il y a la pondeuse aussi, on le verra demain qui est touchée, mais c'est vrai que là, la dinde, on se dit: «Bah, mince, du coup, il y a pas le» donc tant mieux, le poulet n'est pas dedans et d'un autre côté, bah, mince, le poulet n'est pas dedans parce que s'il y avait eu le poulet, peut-être que ça aurait fait encore plus réagir et Ouais. du coup, Là, c'est pareil, ouais, ça effectivement, qu'il y ait 2 perdants, on va dire ça comme ça, qui bah, sont ouais. concernés, fait que c'est peut-être plus difficile aussi de Mmh mobiliser ou voilà, après ça, c'est le travail, et de bah, nos oui, oui, c'est internationaux et encore autre chose, ouais. après de nos politiques, hein, parce qu'après c'est des projets qui doivent être portés aussi, au niveau les responsables politiques nationaux, présents dans les instances européennes qui doivent, voilà, faire Mmh. part des revendications nationales. Effectivement, plus c'est segmenté, plus c'est difficile de plaider. Donc je pense effectivement que ça a un peu Mmh. desservi que ce soit non seulement que volaille et porc et que dans volaille, en plus, ce soit qu'une partie de la Que ce soit volaille. que la partie ouais, que la dinde et la dinde, on voit bien est quand même, Oui, et malmenée, plus hein. la dinde est un peu, ouais, déjà en difficulté, donc c'est sûr que c'est Mmh. pas c'est pas une bonne nouvelle pour l'élevage de dinde. Mmh et surtout que là, ce qui interpelle, même si le poulet était entré dedans, finalement, moi, quand je vois ton alors je sais pas comment on appelle ça, ton nuage de points là pour, représenter les pays avec leur production, enfin le nombre de têtes et les différentes, Ça, sur la oui taille des voilà, le élevages? nombre d'élevages, voilà, nombre de têtes et élevage. Je me dis la France, on est vraiment très atypique finalement, quand on voit les directives bien-être, ça vient des pays de l'Est et on voit le Danemark, et les Pays-Bas tout en haut à gauche et avec, finalement vraiment des très, très gros sites. Après, c'est ce que plaide l'envol aussi, hein, le côté, élevage, familiaux et Ouais. cetera. Mais là, est-ce qu'on enfin, quand on voit ça, on se dit: «Bah mince, quand on voit les difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui, est-ce on n'a pas loupé quelque chose? On n'a pas oublié de monter dans un train là?» Enfin, il s'est quand même passé quelque chose pour avoir ce type de graphe, Mmh mh. Après, on est déjà un très gros pays agricole au niveau européen. Au niveau mondial, on n'est pas aussi gros, mais au niveau européen, Mmh. on est quand même, ne serait-ce que par la surface du pays et cetera. Donc on a souvent dans plein de productions, on est quand même, souvent dans les pays en tête parce qu'on est plus gros que, notamment les pays nord-européens qui ont quand même moins de surface agricole. Mmh. Mais après effectivement, on est beaucoup moins spécialisés, ce qui nous on sait que ça nous coûte, hein. On l'avait dit aussi, je crois dans les précédents Webeco sur l'abattage et cetera, du fait d'avoir des chaînes, plus diversifiées, des chaînes d'abattage plus Mmh. diversifiées que quand on fait que du poulet, standard du même poids, Ouais. c'est forcément plus simple de standardiser, d'optimiser les coûts. D'un autre côté, c'est aussi ce qu'on revendique, en termes on aime bien notre particularité, un peu nationale sur la Mmh. diversité, sur le fait d'avoir ce que met aussi beaucoup, la filière en avant, d'avoir, toutes ces espèces différentes, de la volaille festive, de la volaille du quotidien, des modes de production, aussi très diversifiés, enfin voilà. Donc d'un côté ça nous coûte, d'un autre côté c'est aussi ce qu'on aime mettre en avant, donc c'est un peu cette particularité. Après la difficulté au niveau européen, c'est quand on est un peu atypique, c'est dur de réunir d'autres pays, pour faire entendre sa voix, sachant que sur Mmh. les IED, en fait certains pays sont déjà tellement hauts
dans les nombres de têtes que en fait, finalement, ils se sont pas sentis concernés parce que pour eux, ils étaient déjà au-dessus des seuils de toute façon. Ce qui fait Mmh. que nous, avec des tailles plus petites, bah, on avait Ouais. plus d'élevages potentiellement concernés, quoi. Ceux qui étaient vraiment déjà très, très gros parce qu'en fait, ce qui est un peu aussi mis en avant, hein, c'est que l'IED, quelque part, ça peut avoir un effet, contre-productif par rapport à l'objectif initial. C'est-à-dire que comme il y a des coûts importants sur les études d'impact, sur les mesures à mettre en place, etc., bah, finalement, des fois, ça a plutôt tendance à concentrer parce que des plus gros peuvent se permettre d'investir pour Mmh. mettre en place tout ça, faire leurs études d'impact, Mmh, mmh etc., mh. que ceux qui sont un peu à la limite, qui disent bon, bah là, du coup, je vais peut-être pas franchir parce que ma petite production en plus va me faire basculer et là, j'aurai des surcoûts que je ne pourrais pas assumer, quoi. Donc, ça a Mmh. plutôt tendance, un effet un peu contre-intuitif, de, de concentrer dans des plus gros élevages, quoi. Mmh, mmh mh. Non, c'est vrai qu'on est vraiment le côté un peu gros perdant, j'ai l'impression quand même, du côté IED et du coup, ces diapos-là, faudrait donner ça à ceux qui nous parlent des fermes-usines. Là, c'est pareil, ça représente Oui, bien le côté, bon, bah, là, enfin, je sais pas, c'est oui, pas oui, bah, ça, évident à c'est un tout le moment débat des donné, fermes-usines, oui, tout à fait. ça parle bien. Et sinon, pour repartir sur la partie Ukraine, on se demande un peu comment fait MHP pour s'implanter comme ça, là, on a entendu parler et ça je rebondis sur la question qui est posée en même temps sur, le MHP qui allait s'installer, en Croatie avec, de très, très, très grosses ambitions. On se demande comment il fait pour arriver comme ça, avoir les fonds, enfin, il arrive, il construit tout parce qu'il a trouvé une très belle parade du coup de se dire: «Bah, de toute façon, qu'il y ait des mesures freins, pas freins, enfin le mince pour par rapport aux Le douanes, frein d'urgence, ouais, le pour frein les d'urgence, pas de investissements. frein d'urgence. Dans tous les cas, de toute façon, s'il s'installe dans les pays, d'Europe, frontaliers, là, il y a plus de problème de frein de quoi que ce soit Tout à et il fait. sera très tranquille. Donc comment ça se passe? Comment, il peut arriver? Bah, après, en fait, j'ai envie de dire ça, c'est les règles commerciales européennes. Tout le monde a le droit de s'installer. Enfin, c'est une zone libre. Mmh. Chacun peut. S'il a un projet qui est conforme, bien sûr, aux normes en vigueur, il peut s'installer. Et puis après, ce qui est aussi très critiqué par les filières, que ce soit françaises ou européennes, sur les installations, notamment là, les gros projets en Croatie, c'est quand même que le groupe MHP bénéficie quand même d'aide à l'investissement européen. C'est ça un peu le comble, avec des centaines de millions d'euros qui ont été prêtés ou versés à MHP pour pouvoir implanter de nouveaux sites, comme ce qui se passe en fait sur d'autres productions industrielles ou autres, où on incite des géants qui sont américains, asiatiques ou autres à Mmh. venir sur le territoire européen avec quand même beaucoup d'aide européenne. Là, c'est le cas aussi pour MHP. Et donc, c'est ça aussi qui fait un peu rager, on va dire, les professionnels, c'est de dire, bah, en plus, c'est de l'argent européen qui va aider Mmh. un groupe qui va plutôt impacter très négativement les productions européennes, sachant que le poids sur la Croatie, il est énorme. Hein. C'est effectivement, je viens de voir aussi, c'est des Ouais. centaines de millions Mmh. de poulets produits. Mmh. Là, c'est 1045 millions à 190 Ouais, millions. 45, ouais. Je n'ai plus le chiffre précis, mais bon, voilà, l'ordre de grandeur, il est là. Mmh. Et donc, du coup, forcément, par rapport au poids actuel de la Croatie, c'est énorme. C'est la Croatie qui est, Mmh. on l'a vu tout à l'heure, c'est pas dans les pays les plus gros producteurs européens, loin de là. Mais là, du coup, tout de suite, ça rebat les cartes un peu sur ce côté-là, quoi. Donc, en fait, voilà, comment ils font? Bah, tout simplement, c'est une multinationale qui peut s'implanter où elle veut, tant qu'elle respecte les Mmh. droits nationaux et européens. Et après, effectivement, elle bénéficie en plus d'aide de la BRED, la banque d'investissement pour la reconstruction et le développement européen, qui aide ce type de projet. Mais comme ils aident aussi des Oui, projets, comme j'ai d'autres, on pense sur l'automobile ou je ne sais quoi, ça peut mmh. exister dans d'autres pans de l'économie. Hein. C'est bien sûr que pas sur les projets agricoles. Mais là, pour le côté agricole, effectivement, comme c'est des productions qu'on produit déjà, ça pose un peu question, quoi. Mmh. Oui, oui, c'est vrai que c'est assez, Et hallucinant effectivement, de du par coup, les chiffres. En Croatie, bah oui, sans droit de douane, parce qu'après, quand on est sur le territoire Ah bah européen, oui, ils ont trouvé une très bonne parade et bah, c'était au webinaire d'avant où, on voyait la Tchéquie, Slovénie, enfin c'était vraiment,
Ça commençait à ils avaient déjà trouvé les différentes, les différents interlocuteurs, je pense, Ouais. pour réussir à Et puis, se enfin, positionner. on aurait parlé, hein, comme ils ont des bureaux un peu partout, et cetera, c'est vrai Mmh. qu'ils sont extrêmement bien implantés. Alors là, il y a eu quand même pas mal d'attaques, on va dire, sur MHP. Pareil, je pense que ça arrivait quand même, on a entendu notre président aussi s'exprimer sur le groupe, et cetera. Donc ça y est, la communication a porté, on va dire, au plus haut niveau. Donc on se rend compte d'un certain nombre, enfin, des responsables se rendent compte d'un certain nombre de professionnels, enfin, politiques français ou européens se rendent compte d'un certain nombre de choses. Mais du coup, MHP a aussi enfin voilà, ils ont aussi leur argumentaire en disant, ben voilà, nous on est un groupe ukrainien, même si le siège est basé à Chypre et que enfin, c'est un groupe privé, quoi, on va dire, avec un oligarque à Mmh. sa tête. Donc c'est pas le modèle familial effectivement défendu, notamment en France. Mais par contre, bah, on emploie des Ukrainiens dont certains peuvent être concernés par la guerre en cours, etc. Donc Mmh. c'est vrai que c'est des enjeux qui nous dépassent aussi par rapport au contexte géopolitique extrêmement compliqué, mais ça a des conséquences en tout cas sur nos filières, quoi. Et puis après, à terme, il y a vraiment la question de l'intégration de ce géant. Enfin, on a bien vu déjà quand tout le bloc de l'Est est arrivé en Union européenne, on le voit aujourd'hui, hein, la Pologne, bon, bah, c'est le premier pays Mmh. produit de la volaille en Europe. Bon, bah, demain, s'il y a l'Ukraine, la Pologne, c'est tout petit par Bah rapport à oui. l'Ukraine, hein. Donc là, ça pose question. Et puis l'Ukraine, dans quelle configuration, hein, parce que là, on sait qu'il y a toute une partie enfin, voilà, du territoire qui est quand même ravagé par la guerre, sur lequel il n'y a pas de, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de production très, très faiblement. Et donc, du coup, c'est aussi à quelle échelle de l'Ukraine, enfin, quelle configuration de l'Ukraine demain, avec quelle. Mmh. Ça, personne ne peut le prédire aujourd'hui. Mais en tout cas, les Et négociations sont entamées. et sur le fait que, comme tu disais, la Pologne, c'est tout petit, là, on le voyait bien sur ton graphe tout à l'heure, où tu présentais les différents prix du filet du kilo de filet. Et c'est vrai que même la Pologne est plus compétitive, quoi. L'Ukraine, Ah bah est oui, 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 oui. est Oui, et plus puis l'Ukraine, la compétitive. grosse différence aussi avec les autres pays tiers, hein, c'est ça aussi qui peut faire peur, Mmh. c'est que c'est un pays qui est frontalier de l'Union européenne. Donc autant les autres peuvent se positionner que sur du congé. Là, le prix de l'Ukraine, c'est aussi le prix du congé Mmh. qui est mis à l'écran. Mais l'Ukraine peut se positionner sur du frais, puisqu'ils sont aux portes de l'Europe, ce qui est différent du Brésil ou de la Thaïlande, qui sont quand même à l'autre bout du monde, quoi. Donc c'est aussi la grosse, grosse différence par rapport aux autres pays tiers. Et encore plus demain, si bien sûr elle est dans l'Union européenne. Et donc justement, pour revenir au plus gros quand même chez nous, ça reste le Brésil en termes de volume. Donc on voit qu'ils sont encore loin devant l'Ukraine, mais qu'est-ce qui explique là ce repli? Sur 2023 par rapport à 2022, pourquoi Ouais, moins 4%? Bah, en fait, il y ouais. a eu, on voit aussi en 2022, il y a eu surtout enfin, du fait de l'IHP, il y a eu plutôt plus d'exportation qu'à l'accoutumée. Si on fait fi, on va dire en Ah 2022, oui, d'accord. voilà, c'est Mmh. plutôt un effet de C'est revenu à la normale, en fait, c'est trop surexportation. monté et Ouais, c'est après trop du monté coup, en 2022 par rapport au fait d'un manque de disponibilité au niveau mmh, européen. Et là, on va dire, on est peut-être revenu plutôt à la tendance de fond qui reste quand même, si on regarde du coup 2023 par rapport à 2021, on est quand même en progression, quoi. C'est vraiment le décrochage en 2022 un peu atypique, quoi. mmh, mmh, mmh. Et puis après, il y a vraiment aussi. Alors là, le Brésil, il est quand même bien en difficulté actuellement Mmh. par le contexte climatique. Climatique. Mais après, le Brésil, il a toujours eu, et on sait, des velléités de continuer à produire de plus en plus de poulets, donc avec des acteurs très très forts au niveau monde. Donc pour l'instant, pareil, le Brésil, il n'y a pas grand-chose qui semble freiner sa croissance. Mmh. Ouais, ça continue. Et sinon côté France, tu montrais une légère baisse des exports. Est-ce que c'est parce qu'on a perdu des marchés ou comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors bah, on perd un peu régulièrement quand même des marchés. Alors sur l'export, il y a quand même plusieurs types d'exports. Il y a l'export plutôt de nos coproduits, où là, Mmh. de toute façon, on est obligé d'exporter parce que c'est des choses qu'on ne consomme pas. Il y a le marché historique du Proche et Moyen-Orient, Mmh hein, mh. la marque Doux. Et puis après, là, on va dire, on a eu un peu, ouais, on a un peu un effet post-IHP, c'est-à-dire qu'on a toujours notre consommation intérieure de toute façon qui progresse.
Donc, il y a une grosse part de la production, à part ces marchés un peu de niche, enfin, des grandes niches quand même, le retour, on va dire, de la production sert d'abord aussi à notre consommation interne, quoi. Consommation intérieure. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que là, on peut clôturer ce webinaire. Donc la présentation sera de nouveau disponible, hein, c'est Oui, ça, hein? normalement, on va essayer de vous envoyer ça demain, après le dernier Webeco de demain matin, Mmh. en 9 et lapin, on a prévu de vous envoyer dans la foulée les diaporamas. Mmh. Donc merci à tous. Merci pour vos questions, au niveau du chat. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour la partie, pondeuse, et lapin. Donc merci, Simon pour ta présentation, réponse aux questions. Merci à Mohamed d'avoir apporté des précisions également au niveau du chat et bien sûr, merci aux 2 sponsors, CCPA et Tekna. Merci à tous.